Salut à tous les astrophiles, astroamateurs et à tous ceux qui me font le plaisir d'écouter mes interprétations. Aujourd'hui, on va essayer de parler de préciser un petit peu ce que c'est que l'apocalypse, parce que on entend beaucoup parler de ce mot-là récemment. Ça fait plusieurs années que j'essaie de montrer qu'on est dans une période apocalyptique. Et, euh, et euh, Apparemment, le terme commence à être repris par des gens qui s'en moquaient il y a quelques années. Dès qu'on prononçait ce nom-là, on passait pour un illuminé, un millénariste ou quelque chose comme ça. Et on se disait, voilà, il a lu des trucs dans quelque part, et puis il croit que la fin du monde est arrivée. Et donc, voilà, en gros, c'est un imbécile illuminé, quoi. Maintenant, ce terme est de plus en plus utilisé, parfois à mauvais escient, parfois à bon escient, mais apparemment, il n'y a pas plus de monde qui comprend ce qu'il veut vraiment dire. Donc, on va reprendre l'étymologie. Apocalypse, c'est calypso, les profondeurs. Apo, c'est ce qui ressort, quoi. C'est-à-dire, c'est révéler ce qui est caché, c'est faire sortir des profondeurs de la psyché ou de l'âme humaine ce qui était enfermé. C'est-à-dire ce que les hindous appellent les karmas, ce qu'on pourrait appeler en psychologie les traumas. C'est un peu la même chose, en fait. C'est-à-dire, dans un cas, c'est des mémoires venant de notre action dans cette vie, ou de ce qu'on a eu comme conditionnement dans cette vie, ou alors même qui peuvent remonter à des traces de vie antérieure en nous, qui sont présentes dans notre âme. Donc, apocalypse, ça veut dire faire remonter de l'inconscient où tout ça dort depuis la nuit des temps, faire une espèce de psychothérapie en profondeur, mais collective, à grande échelle, et qu'on le veuille ou non. C'est ça qui est le pire, c'est à ça qu'on reconnaît les périodes apocalyptiques, c'est de toute façon, ce qui est inscrit dans l'âme humaine, que ce soit en négatif ou en positif, va sortir, va se révéler, va être montré au grand jour. Plus rien ne pourra être caché, dissimulé, les choses vont apparaître, et on va commencer à comprendre qui est qui. Alors que ça contient donc une idée assez positive, puisque les grands malheurs viennent en fait de l'ignorance. C'est ce que nous disait le Bouddha, c'est-à-dire qu'en fait, plus il y a ignorance, plus on est confus, moins on est clair sur ce que l'on veut et sur ce que l'on aimerait, et qui on aime et avec qui on va, et qui on suit. Et plus cette confusion donc sur ce que je viens de dire augmente, plus les souffrances augmentent avec, puisque nos actes deviennent non justes, non précis, non alignés avec l'âme, ils sont alignés uniquement avec des lubies, des modes ou des tentatives d'être heureux plutôt désespérés. Et le résultat, c'est que finalement on sème le malheur en cherchant notre bonheur. Ce qui est quand même assez frustrant, faut bien l'avouer. Donc là, il y a quelque chose, et ça c'est pour tous les êtres humains, hein, je suis pas en train de dire il y a des imbéciles je suis en train de dire l'être humain est fait comme ça, il cherche son bonheur, mais à chaque fois qu'il essaye de le fabriquer, il prend les mauvais ingrédients et il fait un gâteau raté, quoi. Donc ça c'est extrêmement... Alors ceux qui ont réussi leur vie, c'est les pires. Hein. Ce qu'on appelle... Il n'y a pas pire misère que de croire avoir réussi sa vie parce qu'on a un frigo, une bagnole, une grosse bagnole, une Rolex, je sais pas quoi, ou des conneries comme ça, ou qu'on est au sommet de telle ou telle partie ou de tel ou tel pays. On voit la stupidité profonde d'un Trump actuellement, cette espèce de qui se feinte l'orgueil par toutes les pores de sa peau et la stupidité en même temps. On voit très bien qu'il croit avoir réussi. Il a réussi quoi? Il réussit rien du tout, puisque justement il démontre au monde entier que la bêtise est destructrice. Donc on a devant nous en fait une période où toutes les valeurs, la pyramide des valeurs que nous propose l'Occident. Alors je dis l'Occident, c'est pour dans le monde entier évidemment, parce que on pourrait dire la civilisation occidentale a tout envahi. Hein, si vous voyagez, vous voyez bien que chaque aéroport dans le monde est construit de la même manière. Pourquoi? Parce que c'est cette civilisation-là qui domine la Terre entière actuellement, et qui est une civilisation prédatrice. Donc, qui a commencé avec le colonialisme et qui maintenant continue son colonialisme sous des formes plus apparemment convenables, mais tout aussi destructrices, quoi. Il n'y a plus d'esclaves enchaînés avec des fers autour du cou ou du pied, mais l'esclavage se fait par des usines qui sont dans le
qui sont exportés dans des pays pauvres pour obliger les gens à fabriquer des jeans qui vont valoir 5 euros parce que eux seront payés 1 euro ou 2 euros par mois. Donc on aboutit à des situations où ce sont les crève-la-faim qui nous permettent de nous vêtir ou de nous nourrir pas cher. Donc et ce système est très apprécié par ceux qui s'enrichissent, les ultra riches. C'est comme ça qu'ils ont fait, il n'y a pas de secret. On peut pas s'enrichir si on essaye d'être honnête et de payer tout le monde comme il faut. Il y en a qui ont essayé, mais ça est quelque chose de... Ça veut pas dire qu'on peut pas faire une entreprise, on peut faire une entreprise comme ça, bien sûr, mais devenir multimilliardaire sans profondément, j'ai envie de dire, baiser la gueule à des millions de gens, c'est pas possible. Si vous n'êtes pas profondément malhonnête, il va être très difficile de devenir multimilliardaire. À un moment donné, vous direz, bah non, c'est pas juste, il faut que je redistribue, il faut que je crée une scope puisque ça marche bien, enfin, etc. Et à ce moment-là, vous créez des heureux autour de vous parce que les gens vont vivre de ce qu'ils produisent et non pas des miettes que le patron veut bien leur laisser. Mais à ce moment-là, vous deviendrez jamais multimilliardaire. Donc, dans ce système apocalyptique, on va dire, le capitalisme, le système actuel qui domine tout, hein, que ce soit des capitalistes de gauche ou de droite, tout ça c'est pareil, hein, c'est le capitalisme en essence, c'est-à-dire la compétition, l'accumulation du capital par certains au détriment d'autres. Ce système qui nous dresse les uns contre les autres, qui nous divise, est clairement le système qui est mondialisé maintenant et qui envahit le monde. Bon, là, je vous apprends rien, mais c'est très important de voir que apocalypse, ça veut dire révéler à tout le monde le côté caché de ce système. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui croient encore que s'ils font bien, s'ils travaillent bien à l'école, et s'ils travaillent bien après qu'ils ont leur diplôme et qu'après ils ont un bon travail, eh bien, ils gagneront ce qu'ils méritent, etc. Ces espèces de croyances un peu infantiles, elles sont infantiles parce qu'on nous les a semées dans la tête quand on était enfant, sont encore très répandues dans la grande majorité de la population, parce que les gens s'intéressent pas aux problèmes collectifs, aux problèmes politiques, ils s'intéressent simplement au fait, tiens, j'aimerais bien être heureux, j'aimerais bien trouver l'amour de ma vie, trouver un endroit où il est agréable de vivre, peut-être avoir des enfants, si je veux des enfants ou ne pas en avoir, bon, peu importe, mais enfin, l'idée globale, c'est si moi je pouvais être heureux au milieu de ce chaos, ou en regardant la télé des gens qui souffrent et moi que je souffre pas, bah ça m'arrangerait, quoi. Et tant qu'on a cette vision séparative, on comprend rien, quoi. C'est-à-dire qu'on comprend pas qu'en fait, on n'est pas là sur Terre pour tirer sa petite épingle du jeu ou arranger ses petites affaires, pour faire sa petite histoire dans son coin et faire en sorte qu'elle soit le moins souffrante possible. C'est une vision complètement, on pourrait appeler bourgeoise, une vision complètement erronée surtout de la vie et du sens de la vie. On est sur Terre parce que quelque chose, comme dans le mot apocalypse, doit être révélé. Quelque chose doit être révélé en nous-mêmes. Qu'est-ce qui doit être révélé? Bah, c'est ce passé qu'on contient, que ce soit notre passé psychologique, personnel, de la vie avec nos parents, avec nos éducateurs, nos professeurs, et tout ce qu'on a appris, tous les films qu'on a vus, tous les livres qu'on a lus. Tout ça, ça fait une histoire personnelle, quoi. Or, cette histoire personnelle ne peut jamais arriver au bonheur. C'est systématique. Alors il y en a qui, parce qu'ils ne l'ont pas, qu'ils essayent, c'est normal, n'ayant pas atteint un état de satisfaction intérieure, ils essayent souvent de gagner plus d'argent pour pouvoir obtenir ce bonheur dont ils rêvent. Bon, une fois qu'ils se sont mieux débrouillés et qu'ils ont pu gagner plus d'argent, ils s'aperçoivent que, comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, et qu'il y contribue certes, mais enfin il y contribue à condition d'y croire, quoi, parce qu'en fait je ne peux être heureux de posséder quelque chose que parce que je vais me comparer à quelqu'un qui ne l'a pas et me dire, bah moi je l'ai, lui il l'a pas. Mais c'est pas du bonheur, ça c'est de la médiocrité relationnelle, quoi. C'est-à-dire une espèce de jalousie à l'envers, quoi. C'est-à-dire, t'es un raté, la preuve c'est que moi j'ai plus que toi. Regarde ma bagnole, elle est plus belle que la tienne, regarde, voilà. Ou ma femme elle est plus belle que la tienne, enfin tout ce côté possessif où on juge les uns et les autres par ce qu'ils possèdent, ou par le costard qu'ils ont, ou la Rolex, etc. Donc tout ça, c'est des gens qui ont raté leur vie, hein. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? C'est révéler ce qui est caché, justement, c'est passer à travers l'apocalypse, non pas sous sa forme destructrice, enfin, si nécessaire, faut passer par la forme destructrice. Si vous vous accrochez comme un malade à ce que j'ai décrit avant, et que vous voulez pas lâcher, évidemment, vous allez passer par la forme destructrice, parce que la conscience, pour évoluer, vous lui laisserez pas le choix, vous l'empêchez, en fait, d'évoluer en vous, parce que vous
vous continuez à croire dans un système dont toute réflexion philosophique, spirituelle, politique profonde nous démontre qu'en fait ce système est profondément pervers et dénaturé, et qui mène à la destruction aussi bien des êtres humains que de la nature et que même de la biosphère, c'est-à-dire de notre support de vie à tous, et du danger de détruire l'avenir même de nos enfants. Bon, si on n'a pas cette réflexion-là, c'est souvent par pure bêtise, parce que cette réflexion, elle est n'importe qui réfléchit un peu, on arrive à ces conclusions-là. Effectivement, ce monde va mal, mais il faut pas en rester à ce monde va mal. Apocalypse, c'est-à-dire ce monde va mal parce que nous avons semé les graines de la confusion, de la compétition, de la dissension, de la séparation de chaque ego par rapport à l'autre ego, un monde sans amour, quoi. Et c'est sans vraie relation de cœur, quoi. Et donc à partir du moment où on a fabriqué ça, comme un boomerang, ça nous revient forcément. Les graines que l'on sème, on va les récolter. C'était une chanson de Mama Beakielski, qui est une chanteuse féministe des années 80. Qui chantait fais attention, monsieur l'Occident, tu as semé le vent, bientôt tu vas récolter la tempête. Bah oui, celui qui sème le vent récolte la tempête, c'est-à-dire que monsieur l'Occident, dépêche-toi de terminer tes tartines. Voilà, c'était ça la chanson, parce que tu as semé le vent, bientôt tu vas récolter la tempête. Ah oui, il y a le grand emplacement, voilà, les histoires de murs ou de chasse à l'homme dans la Méditerranée ou en Libye pour empêcher les migrants de passer. On paye maintenant des espèces de mercenaires pour empêcher les gens affamés et des gens qui fuient la guerre de venir se mettre dans un endroit qui est plus à l'abri. Bon, bah c'est dégueulasse, quoi, parce qu'en fait, de quel droit on peut les empêcher? On n'a aucun droit à les empêcher, puisqu'en fait c'est nous qui avons semé le chaos dans leur monde en puisant toutes leurs ressources sans les distribuer aux gens du pays, ou plutôt en distribuant ces ressources à une marionnette, un fantoche, un tyran mis à notre disposition pour pouvoir laisser le pipeline ou les minerais d'or bien ouverts, et en arrosant de richesses, un Bokassa, un Amin Dada, etc. Enfin, vous pouvez citer tous les tyrans du monde, ils sont tous construits sur cette base-là, quoi. Ils accumulent les richesses pour eux-mêmes, ils affament leur propre peuple, et ils ont un intérêt général placé là pour ça, parce que ils sont le relais nécessaire pour faire croire que le pays est indépendant, quoi. Ils sont le roi d'une fausse indépendance. Ils sont le roi d'une colonie qui ne s'appelle plus colonie parce que les mots ont changé, mais la réalité c'est la même, quoi. Donc l'apocalypse c'est plutôt quelque chose de positif, bien que si on ne comprend pas les graines qu'on a semées, évidemment on va récolter la tempête. C'est-à-dire que il y a des tempêtes qui sont inévitables partout où on continue à produire les causes de la destruction aura lieu. Partout on continue à semer la confusion, le mensonge surtout, parce que c'est à partir du mensonge que tout commence. Le mensonge, là en ce moment, le mensonge est partout, quoi. C'est fou. Il y a Clément Viktorovitch là sur YouTube qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle Logocratie, et qui a très très bien compris ce que je dis aussi en astro depuis pas mal de temps. L'astrologie, c'est un langage véritable, un langage qui nous dit la réalité de ce qui se passe, mais actuellement, tout le monde s'en fout. Et tout le monde adore mentir au niveau psychologique pour se faire bien valoir, pour aller sur les sites de contact, de matrimoniaux, tout ça. Ça s'appelle plus comme ça maintenant, mais enfin voilà, les Tinder, tout ça, je vais pas citer les marques parce qu'il y en a plein. Et donc chacun fait une espèce de CV psychologique de soi-même, très très avantageux. On prend des selfies très avantageux, on trie les photos, on les maquille pour paraître plus, moins, ouais, pour pas qu'on efface le ventre ou les plis ou voilà, ou les rides. Enfin bref, tout un bazar, tout un cirque pour ne pas admettre que l'on est tel que l'on est, et puis c'est tout. Donc et on espère que par tous ces trucages, ces mensonges, qu'on va trouver l'amour. On trouvera un amour menteur forcément, puisqu'on a la base sur laquelle on est parti, c'est du mensonge. Et évidemment, ça crée beaucoup de malheur. Tous ces gens qui vont chercher l'amour sur Internet, il y en a très très peu qui obtiennent une relation stable et durable. La plupart du temps, ça rate. Pourquoi? Et pourtant, les gens qui font ces sites, ils gagnent énormément d'argent. Parce que grâce au nombre de gens qui
qui se font des illusions, qui rêvent qu'ils obtiendront un bonheur qui n'existe pas là où ils croient le chercher. Voilà. Donc, quel est le moyen de réussir sa vie? C'est ce que nous révèle l'Apocalypse, c'est de redevenir un être humain. C'est-à-dire les humains actuellement ne sont pas encore des êtres humains. Ils sont quel est l'intermédiaire entre le singe et l'être humain, le chaînon manquant entre l'être humain, le singe et l'être humain, eh ben c'est nous, c'est les êtres humains actuels, c'est nous le chaînon manquant. Et évidemment, la période apocalyptique est le moment où ça peut se révéler. C'est-à-dire que c'est le moment où on a l'occasion, parce que ça va mal, parce que les choses montrent leur côté le plus grossier, le plus affreux, le plus monstrueux, qu'on peut se réveiller, se dire à l'intérieur de chacun, oh là, mais qu'est-ce que je fous là? Et surtout, qu'est-ce que je peux faire pour, quelque part, ne pas être corrompu aussi profondément que tous ces gens qui sont corrompus et qui attendent de moi que je sois corrompu aussi pour, comme si j'étais, pour payer mon loyer, pour me nourrir, comme si j'étais obligé, en fait, de devenir une espèce de toutou, de chien du pouvoir, ou de chien ou de chienne, hein, pour les féministes, de chien ou de chienne du pouvoir qui va obéir à ses maîtres et surtout ne pas réfléchir, ne pas penser, sans quoi on se retrouverait en pensant coupable, quoi. On se sentirait, comme on dit, péteux. On se sentirait, merde, qu'est-ce que je suis pas du tout dans les valeurs qu'on m'a enseignées. On m'a enseigné la démocratie, des belles valeurs, l'amour du prochain, pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont démocrates, l'idée de faire attention à l'autre, du care, pour ceux qui sont branchés sur le nouvel âge, ça, de prendre soin d'autrui, la bienveillance, c'est un mot très à la mode. Et tous ces mots-là, dans le concret, dans nos bouches, ils reviennent souvent, comme pour qu'on puisse se présenter à l'autre sous notre meilleur jour, quoi. Mais dans notre vie concrète, ils se présentent pas souvent, quoi. Ils sont pas là, on n'est pas en train de vivre la vie qui correspondrait à l'image qu'on voudrait avoir de soi. Alors, est-ce que c'est mal de pas correspondre à l'image de soi? Cette déception du fait de ne pas arriver à correspondre à l'image de soi est peut-être une bonne chose. C'est le côté positif de l'Apocalypse, c'est que ça nous montre que vous ne pourrez pas obtenir un résultat de bonheur, d'épanouissement, tout ça, si vous ne faites pas un travail sur vous-même. C'est strictement impossible. C'est-à-dire que sans travail sur soi-même, sans aller creuser à l'intérieur pour démonter en fait tous les faux semblants, tous les traumatismes qui ont créé des émotions négatives qui nous font souffrir, si on ne va pas chercher ça volontairement, hein, c'est-à-dire on n'attend pas qu'il y ait une histoire d'amour qui se casse la gueule ou de perdre, d'avoir un deuil horrible pour se réveiller et se dire oh là là, mais qu'est-ce que veut dire la vie, pourquoi cette souffrance, pourquoi je souffre? On n'attend pas ça, comme je dis souvent, il vaut mieux s'ouvrir que souffrir. S'ouvrir, ça veut dire aller regarder, travailler sur soi, aller regarder ce qui se passe à l'intérieur, pour se dire tiens, comment je fonctionne, d'où mes pensées viennent-elles, comment elles sont construites, comment elles s'agencent les unes avec les autres, de telle manière à répéter des formules, des espèces de principes où on peut croire des fois pour certains qui sont idéalistes des idéaux, on peut croire si on est pragmatique que c'est des pensées réalistes, on peut croire, etc. Si on est chrétien, que c'est des pensées qui nous mènent vers le bien, mais on voit très bien que tout ça c'est pas vrai. On n'arrive pas à maîtriser ces pensées par moment. Elles retournent où justement? Elles retournent dans des sillons qui sont les croyances et les conditionnements que l'on contient déjà. Or ça, c'est inévitable. Vous verrez vos pensées, essayez de maîtriser vos pensées, vous n'y arrivez pas. C'est là où on commence dans cette immense impuissance qui consiste à découvrir qu'on n'arrive pas à maîtriser ses propres pensées, on n'arrive pas à les maintenir tout le temps dans quelque chose qui soit positif, par exemple. C'est bien d'essayer, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer, mais le fait de ne pas y arriver dénote en soi-même que nous avons tous une non-maîtrise absolue de la pensée. Et cette non-maîtrise est due au fait qu'en fait notre inconscient mène le jeu, mène la barque, on est la marionnette de notre inconscient. Donc que l'inconscient se mette à se révéler comme une espèce de sac à malice qui s'ouvre tout d'un coup, qui est percé, qui s'ouvre et qui révèle tout son intérieur, c'est donc pas une mauvaise chose en soi. Sauf qu'en même temps qu'on va percer l'inconscient
et déverser son contenu par terre, qu'on va dire sur la terre, on va déverser aussi des tas de pollutions et des tas d'horreurs, parce que la plupart des gens ont tellement refoulé leur inconscient qu'ils ont mis tout au fond d'eux-mêmes énormément d'ordures, de négativité, de violence, même de méchanceté, et quand cette période dite apocalyptique est là, eh bien c'est ça qui sort. Et on peut voir que une grande majorité d'êtres humains n'ont pas travaillé sur eux, puisque la montée du fascisme partout dans le monde actuellement, c'est le résultat de cette émotion triste, comme disait Spinoza, il y a des émotions tristes. Et donc, ces contenus d'émotions tristes qui sont majoritaires dans le monde actuellement, ce qui ressort le plus, c'est le ressentiment. C'est-à-dire l'impression qu'on n'est pas aimé, qu'on n'est pas reconnu à la hauteur de ce qu'on voudrait. Et on a envie de dire que c'est à cause de quelqu'un d'autre. C'est pas possible qu'on me voie pas ou qu'on me reconnaisse pas. C'est à cause de quelqu'un d'autre, et ce quelque d'autre, on va le chercher. Alors, évidemment, si on cherche avec une rationalité, une lucidité, on va découvrir que c'est à cause, par exemple, peut-être des ultra riches ou des gouvernants qui s'en mettent plein les fouilles, et puis tout en prétendant par des très belles paroles amener le bien à tout le monde, mais qui font l'inverse dans les actes. Bon. C'est une logique imparable. C'est sûr qu'il suffit d'analyser les mouvements économiques et voir comment dans les îles Vierges ou dans n'importe quel paradis fiscal, les fortunes ne font que s'amasser avec de plus en plus rapidement et dans quantité de plus en plus énorme, pendant que le nombre de pauvres ça augmente de plus en plus. Bon, les deux phénomènes sont évidemment liés. Hein. C'est comme quand il y a une certaine quantité d'argent. Si vous enlevez la circulation pour tous et que vous la mettez dans certains coffres, évidemment, les autres n'ont plus rien. C'est une logique. Bon, donc il y a une lucidité à avoir sur ce phénomène-là, mais est-ce que ça suffit d'analyser ce phénomène-là pour être sûr d'avoir découvert en fait l'origine de la souffrance, l'origine de ces souffrances? Disons que la plupart des gens s'arrêtent là, en disant l'origine de la souffrance, c'est que certains se foutent de ma gueule. Alors, les plus conscients vont accuser les puissants de ce monde, ils n'auront pas tort. Il y a bel et bien un immense hold-up mondial qui est organisé par les puissants de ce monde. Certains vont croire que c'est une conspiration, on les appelle les complotistes, tout ça, quoi. Il n'y a pas de conspiration en soi-même, il y a une internationale solidaire des riches entre eux, qui fonctionne pas forcément par une conspiration, qui fonctionne par des arrangements qui sont toujours plus ou moins mafieux. Donc, contrairement à une mafia où il y a des chefs qui organisent tout, c'est le beau bordel, hein, parce que il y a aucun de ces grands chefs. Vous prenez les oligarques russes ou les oligarques américains, les oligarques français, c'est pas du tout les mêmes, mais dans le fonctionnement intérieur, c'est les mêmes. C'est la même avidité, le même orgueil, le même absence de scrupules pour écraser son voisin et baisser la gueule à l'autre. Mais c'est pas dû à un complot, c'est dû à une formule psychologique qui est très humaine et qui est répandue. Et il y a des gens qui ont eu une souffrance quelconque étant enfant et qui se sont dit je me vengerai en devenant très riche. Et pour devenir très riche, c'est pas très difficile, il suffit d'avoir une bonne intelligence et puis de faire tout son possible pour amasser le plus d'argent sans tenir compte d'aucun autre principe. Hein, idéalisme, amour, compassion, fraternité, démocratie, tout ça, faut le foutre à la poubelle et vous pensez que gagner que de l'argent, quel que soit ce que ça coûte aux autres et ce que ça vous coûte à vous-même. Bon, si on met ça comme but de sa vie, on y arrive, hein, tôt ou tard. Est-ce que ça rendra heureux? La réponse est non, bien sûr. Mais ces gens-là vont faire semblant d'avoir atteint le bonheur pour faire rager tous les autres, alors que évidemment c'est pas vrai. Le nombre de suicides qu'il y a à Hollywood parmi les stars du système qui sont devenus très riches simplement en faisant quelques scènes parce qu'ils ont une belle gueule ou un beau cul, ou etc. Enfin, il y a la mention inutile, mais enfin bon, ça c'est pareil. Eh ben, le nombre de suicides, le nombre de gens qui sont en psychothérapie perpétuelle parmi ces gens-là, c'est énorme. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont pas du tout heureux. Au contraire, ils sont plus malheureux que les autres parce que le prolo qui se dit putain si j'arrive à mettre 10 000 de côté, je vais pouvoir me payer cette bagnole et qui passe des années à se mettre ces 10 000 € de côté, il est plus heureux parce que tant qu'il croit qu'il va être heureux quand il aura cette bagnole, en rêvant de bonheur quelque part, il est un peu heureux. Alors que celui qui a tout, piscine à Los Angeles avec vue sur la mer, vue sur le panneau d'Hollywood et tout ça, et puis et qui reçoit tous les arbres,
Tsars, tiens, oui. La plus significative des tsars, comme Poutine. Non, les stars, et tous les vedettes et les Epstein et tout ça, et puis qui nagent dans l'hédonisme le plus total, avec drogue, alcool, tout ça, qui sont et filles à foison, y compris des mineurs. Bon, bah, ces gens-là sont profondément pourris, et évidemment, ils sont pas heureux. Epstein lui-même le disait, hein, il disait, c'est bizarre, alors, il y en a qui disaient c'était pour se faire plaindre, mais non, c'est authentique. Il disait, c'est bizarre, j'ai beau obtenir tout ce que je veux et obtenir les plus belles filles du monde, surtout toutes fraîches, pas encore décapsulées, hop, j'ai à consommer sur place. Enfin bon, tout ce qu'il a pu faire d'horreur avec oui, des fois presque des petites filles, quoi. C'est dans sa tête, c'est vraiment le summum du luxe, quoi. Il avait exactement ce qu'il voulait. Eh ben, il avait beau avoir ce qu'il voulait, ça le rendait pas heureux. Il était proche du suicide très souvent. Et il ne compensait cette envie de suicide qu'en allant rencontrer d'autres grands de ce monde, à qui il faisait des tas de charmes et tout ça, pour dire regardez-moi, je suis quelqu'un de bien. Évidemment, son âme à l'intérieur de lui disait sans cesse t'es un pourri, t'es un salaud, t'es le pire des salauds. Mais pour ne pas entendre ça, il était obligé de compenser sans cesse en disant regardez-moi, je suis quelqu'un de bien, et en faisant des simagrées pour plaire, pour séduire l'autre, pour avoir une image de lui-même dans le regard de l'autre. Et évidemment, il rencontrait des tas de gens qui étaient construits sur la même névrose. Il n'y a que l'image de soi qui compte et le reste n'existe pas. L'âme n'existe pas. Il existe. Le seul but de la vie sur Terre, c'est de profiter. Il faut en profiter tant qu'on est là. Et donc, toute cette vision matérialiste, hédoniste, qui mène pas. Il faut pas confondre l'épicurisme et l'hédonisme. L'hédonisme, c'est le but de la vie, c'est le plaisir. L'épicurisme, c'est de savoir je peux mesurer mes plaisirs de manière à ce qu'ils soient toujours optimum et qu'ils me permettent d'être heureux, tranquille, mais sans abus. Et évidemment, ça va mener. L'épicurisme est très proche, contrairement à ce qu'on croit, du stoïcisme, c'est-à-dire ne pas abuser, être extrêmement maîtrisé sur ses appétits et puis ses consommations, de manière, par exemple, le végétarisme. Si vous avez une bonne si vous savez bien faire une bonne cuisine végane ou végétarienne, ça peut être un vrai plaisir, mais on va refuser de manger trop de sucre, on va refuser de manger de la viande parce que on va refuser tout ce qui va faire du mal, soit à la nature, aux autres ou à son propre corps. Et par ce refus-là, on est obligé d'exercer une certaine maîtrise sur soi-même. On va arrêter certaines substances, de fumer, ou la caféine, ou la cocaïne, évidemment, tout ce qui est en in. Et évidemment, ça demande un effort sur soi. Mais là, on a un épicuriste, c'est-à-dire un savoir-vivre qui va permettre de vraiment tirer profit de la nourriture ou de la rencontre d'autrui, de savoir prendre plaisir, mais sans être identifié au plaisir au point de rechercher plus que ça, et à ce moment-là de tomber dans la perversion petit à petit. Parce que le plaisir, par exemple, le sexe appelle le sexe, qui appelle le sexe, qui appelle le sexe, c'est sans fin, et ça amène à Epstein au bout d'un moment. Si vraiment on peut faire ce qu'on veut avec son fric, on arrive à Epstein. Donc Epstein n'est pas du tout une exception, c'est le résultat d'un système. C'est le jusqu'au boutisme d'un système qui est celui système capitaliste, c'est-à-dire le fric roi, quoi, et la perte de l'humain. Et la perte du divin, évidemment, parce que si vous perdez l'humain, vous perdez le divin. Quand vous gagnez l'humain, vous gagnez pas encore le divin. Il faut encore un travail sur soi. Mais si vous perdez l'humain, il est évident que vous perdez le divin aussi. C'est pour ça que Dieu ne peut pas être séparé de l'humain. Ceux qui séparent Dieu de l'humain, qui agissent au nom de Dieu, comme les ayatollahs et tout ça, et qui sont prêts à tuer d'autres êtres humains, ou comme les ayatollahs, ou comme Netanyahou, c'est pareil. Israël, Iran, c'est à partir du moment où vous massacrez des gens au nom du seul Dieu que vous croyez vrai, qu'est le vôtre, et que celui des autres, c'est le faux. Si vous êtes certain que ces gens-là ne savent pas du tout ce qu'est Dieu. Ils ont inventé un faux Dieu qui est en fait un diable, un Satan, quoi. Satan, c'est Sat Ahen, c'est le Dieu de la descente. Sat Ahen d'Alpha Anoun. Kabbalistiquement, si vous voulez, Sat c'est l'être, c'est Dieu. On le retrouve dans Saturne d'ailleurs, en astrologie. C'est-à-dire qu'il y a une recherche de vérité, quoi. Et cette vérité, satsang, s'asseoir ensemble pour la vérité, pour rechercher la vérité. Ce sat ça veut dire c'est le faux Dieu, celui de la descente dans la matière, c'est celui du sionisme, par exemple, qui a rien à voir avec le Dieu hébreu. Le vrai Dieu hébreu, c'est un Dieu de compassion, d'amour, tout ça. De même dans le Coran, il est demandé d'avoir une bonté chaque jour, de faire au moins une bonté chaque jour.
un acte de compassion ou de miséricorde ou de charité, peu importe le mot que vous utilisez, ou d'amour fraternel, peu importe selon l'appartenance à tel ou tel groupe de pensée, les mots n'ont pas d'importance, ce qui compte c'est ce qui désigne, comme on dit, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, faut pas s'arrêter aux mots, faut regarder qu'est-ce qui est montré. Si vous êtes capable chaque jour de faire du bien, de pas aller vous coucher un seul jour sans avoir fait du bien à quelqu'un ou autrui, d'une manière ou d'une autre, par vos talents, parce que vous savez faire, eh bien vous êtes en train de vous rapprocher de Dieu, qui est la force à l'intérieur de vous, qui s'épanouit au fur et à mesure que vous vivez dans l'amour, avec l'amour, pour l'amour, et avec ceux que vous aimez aussi, et puis même avec ceux que vous aimez pas. Ne pas aimer ses ennemis, ce n'est pas aimer Dieu, car c'est le seul amour qui est pur de vérité, disait le Père Antoine. Ça va plus loin. C'est pour des gens qui sont très très engagés sur le chemin divin, découvrir que celui qu'on appelle l'ennemi, en fait, il est appelé ennemi que parce que ma pensée l'a déguisé en ennemi, et donc le mal à ce moment-là est en moi. C'est moi qui ai déguisé l'autre en ennemi, qui est oublié qu'il était un être humain. Et à ce moment-là, c'est à moi de travailler sur moi à nouveau pour voir comment ça se fait que je déteste cette personne. Alors, même s'il y a des raisons apparentes, logiques. Hein. Il y a toujours des raisons de détester quelqu'un d'autre. Hein. On n'en manque pas. Ce qui est intéressant, c'est de demander... je dis souvent ça pour aider des gens, des couples à se réparer. Je leur dis, quand vous avez un conflit, essayez... Argumenter évidemment pour ramener la réalité de ce qui s'est passé, parce que quand l'autre part dans une direction qui consiste à inventer à partir d'une émotion quelque chose qui n'a pas eu lieu, il faut rétablir la vérité, et des fois il faut batailler pour ça un petit peu. Mais le risque en bataillant pour ça, c'est de faire croire à l'autre qu'on veut avoir raison. Et ça c'est terrible. Donc comment résoudre cette question-là? Souvent la méthode que je recommande, c'est de prendre 100% responsabilité du conflit. C'est-à-dire si l'autre pense que je l'ai agressé ou que j'ai voulu dire ça, ok, je vais prendre 100% responsabilité, je vais regarder, tiens, est-ce que par hasard j'ai fait ou dit quelque chose avant qui fait que effectivement l'autre en a souffert et que maintenant il me reproche ça, c'est peut-être décalé, c'est peut-être un truc qui a lieu 1 heure avant et puis ça va, vous savez, c'est souvent le conflit à table sur le passe-moi le sel, quoi, qui dégénère. Évidemment, c'est pas la salière le problème, ou le gomasio pour les végétariens. Ça remonte à avant. Donc, si on remonte avant, en prenant 100% de responsabilité, on va trouver l'endroit où on a été désagréable, où on a été égocentrique, où on n'a pas fait attention à l'autre. Et là, on va pouvoir travailler sur cette zone-là. Et bizarrement, si on travaille à s'excuser ou à se faire pardonner sur cette zone-là, bizarrement, le conflit va s'évanouir, il va disparaître. Et peut-être l'autre avait oublié que c'était la cause même de sa colère ou de son ressentiment. Etc. Donc, avec le mot ressentiment, revenons à nos moutons, on est dans une période où le ressentiment est très répandu. Alors cette nouvelle lune, elle a lieu le 17 février, donc à 12h01 TU, c'est-à-dire à 13h01. Hors 13h01, je rappelle que le zénith en ce moment, dans la région de Nantes, il est à 13h19. 18-19, et donc à Paris, faut compter un quart de différence, il est à 13h04. Donc on a une nouvelle lune qui a lieu sur toute la France, on va dire, qui a lieu exactement sur le milieu du ciel, c'est ce qu'on appelle le zénith en astrologie. Et ce zénith, quand une nouvelle lune a lieu sur le zénith, on va dire qu'elle est extrêmement importante, qu'elle est extrêmement active. Cette nouvelle lune va être révélatrice. Hein. C'est pour ça Apocalypse, c'est révéler ce qui est caché. Là, ça va nous demander d'aller y voir. Hein. On est en Verseau, dans un signe d'air, un signe mental, donc il faut aller voir, il faut aller regarder, il faut réfléchir, comme on vient de le faire là jusqu'à présent. Et donc c'est tout ce que je vous ai raconté, je suis en train de mettre en scène un petit peu ce qu'on a besoin de réfléchir quand on est sur la fin du Verseau. C'est un signe qui nous demande de nous poser la question de la société, de la politique, de ce que j'appelle moi la pole éthique, c'est-à-dire à la place de la politique politicienne qui est souvent complètement véreuse, la pole éthique, c'est-à-dire faut pas oublier que la politique c'est sacré, hein, c'est le moyen dans la cité parce que police, ça veut dire la cité, ça veut dire le groupe, quoi, la cité, le pays. Et donc la politique, c'est l'endroit, c'est le feu en astrologie, hein, c'est le feu. C'est-à-dire c'est l'endroit où on peut exercer un pouvoir
pour essayer de faire changer les choses, de transformer les choses, de les faire avancer autrement. Donc ça nécessite d'obtenir le pouvoir. Et évidemment, dans les systèmes démocratiques, alors dans les systèmes dictatoriaux, on prend le pouvoir par la force, la violence et on écrase tout le monde, et là on a le pouvoir. Dans les systèmes démocratiques, il va falloir être extrêmement... alors c'est un peu bélier-balance, si vous voulez, c'est l'axe bélier-balance, on va essayer de charmer balance, d'être gentil avec les gens, en parole au moins, pour leur faire croire qu'on va résoudre leurs problèmes. Donc c'est très trompeur, hein. La démocratie contient déjà... alors c'est un système bien meilleur pour le bonheur des gens et pour leur recherche de spiritualité que la dictature, évidemment, hein. Pour ceux qui n'ont pas encore compris ça, lisez 84 de Orwell ou bien Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, ou bien le troisième que je recommande toujours avec les deux autres, là, c'est Un bonheur insoutenable de Ira Levin, qui est vraiment un livre à lire aussi. Il est jamais cité avec les deux autres et pourtant il est vraiment intéressant. Ou La ferme des animaux aussi d'Orwell qui montre bien. Bon, une fois que vous avez lu ces livres-là, on pourrait dire que vous êtes un peu déniaisé au niveau politique et que vous voyez à quoi vous en tenir, et vous voyez qu'à ce moment-là, le système qui vous entoure, la matrice, comme dit le film Matrix, elle est complètement programmée, non pas pour vous rendre heureux, mais pour enrichir certains. Et donc, si vous voulez être heureux, il va falloir trouver un moyen habile de vous en sortir, parce que ça va pas se faire en vous adaptant au système. Au contraire, au contraire, ni le contraire non plus. C'est au-delà. Il va falloir avoir une pensée au-delà du système. En tout cas, en restant à l'intérieur, on sera forcément trompé. Donc là, le soleil en Verseau nous dit, attention, il va falloir vous révolter intérieurement. Et il y a un beau trigone avec l'ascendant Gémeaux, fin Gémeaux. Le Gémeaux peut souvent représenter la jeunesse, le journaliste, les médias et tout ce qui veut, et Internet évidemment aussi. Et là, on a l'ascendant, et la part de fortune forcément pour la nouvelle lune, qui sont exactement sur le dernier critique du Gémeaux, le dernier degré du Gémeaux, donc le degré critique, qui est toujours le 30e degré d'un signe, on l'appelle le degré critique. Et c'est un degré où, avant de basculer dans le Cancer, on est prêt à basculer en fait dans ce qui va être le premier degré du Cancer, qui est le solstice d'été. Et c'est un endroit très très particulier où en fait on est au maximum de ce que les individus désirent ou veulent. Donc là, il y a quelque chose qui joue sur la jeunesse, sur la démocratie, la relation, les discours, les médias, et il y a quelque chose qui peut se révéler, qui va être l'envie de politique. Mais pas de politique politicienne, mais de éthique justement, qui peut apparaître en tout cas en France, puisque ce thème-là, il est pour Paris. Hein. Pour Bruxelles, on est un tout petit peu plus loin. Pour Bruxelles, pour Bruxelles, c'est exactement au milieu du ciel, cette nouvelle lune. Donc c'est pour toute l'Europe là. Pour Paris, c'est un petit peu à côté. Pour Bruxelles, c'est voilà. En Allemagne, c'est un peu plus en maison neuve. Ok. Donc par contre, pour Bruxelles, l'ascendant est carrément en Cancer. Voilà. Donc ça veut dire que pour la France, il y a plus une idée d'un débat qui peut être houleux ou difficile, puisque le degré critique en Gémeaux, ça veut dire qu'on parle, qu'on discute et qu'on peut-être sont de bataille, mais qu'on ne s'écoute pas. Mais ceci dit, c'est un beau trigone parce que les sujets abordés sont extrêmement essentiels. On peut penser actuellement à la grande décision qui vient d'être prise unilatéralement et de lui-même, par lui-même, oh, Sa Majesté, fais-nous dessus, comme dit comment il s'appelle ce comique oui, bon, je me rappelle plus son nom tout d'un coup. Enfin, je vous ai déjà filé ses coordonnées. Il fait ses petites revues de presse une fois par mois. Bref, en tout cas, voilà, il y a absolument une décision non démocratique, c'est de mettre le nucléaire en avant, comme refaire la même erreur qui a été faite dans les années 70. Alors ça, c'est typique de Macron, hein, je rappelle, Mars rétrograde, Jupiter rétrograde, Saturne rétrograde, donc une tendance à vouloir résoudre les problèmes en revenant vers le passé, jusqu'à Pétain si possible. C'est-à-dire, alors là, c'est jusqu'à Pompidou, c'est-à-dire le tout bagnole, le tout beefsteak et le nucléaire, quoi. C'est-à-dire les trois mamelles de la France qui sont une catastrophe, hein, pour l'agriculture avec le tout beefsteak, du bétail partout. Élevage de cochons, et augmentation de la consommation de viande, ce qui est une catastrophe pour la santé humaine, et les cancers pullulent. En dehors de ceux qui sont liés à la pollution, il y en a beaucoup qui sont liés à la nourriture. Et puis au milieu de ça, évidemment, le tout bagnole, il voulait faire, je rappelle que Pompidou voulait faire une 9 voies en plein milieu de Paris,
qui traversait à côté de Notre-Dame pour qu'on puisse voir par la fenêtre de la bagnole en roulant à 100 km/h Notre-Dame. Waouh, le pied. En détruisant les berges de Seine, tout ça, en recouvrant, je crois que c'était la Seine, ils voulaient recouvrir avec voilà, on voyait plus, puisque l'eau c'était dangereux, quoi. Enfin voilà, bonne idée de bourgeois. Et bon, voilà pour le tout bagnole, on est en train d'essayer d'en revenir, mais on n'en sort toujours pas, parce qu'avec Macron, il s'agit de faire des bagnoles tout électriques comme si ça résolvait le problème. Il va falloir, on voit, je vais vous mettre en dessous le témoignage d'une ZAD, un petit peu du côté de Toulouse, là, qui essaye de s'opposer à une ligne TGV entre Toulouse et Bordeaux, qui remplace une ligne assez rapide, avec 4 arrêts, et qui est une ligne qui mettrait 1 heure au lieu de 2 heures. Donc on gagne 1 heure, c'est complètement débile. Mais pour gagner 7 heures, on détruit 400 hectares de zones Natura 2000, quoi. C'est-à-dire des endroits où il y a des espèces protégées. On détruit tout pour gagner 1 heure, mais bon, on pourrait dire, bon bah voilà, ça fait 1 heure gagnée par plein de gens, bon c'est super. Ouais, sauf que les gares qui étaient desservies ne seront pas desservies. Donc ça va faire crever des villages et des économies locales, parce que plus personne ne pourra s'arrêter là. Donc en fait, on a un système qui ne profite qu'à ceux qui vont s'enrichir de cette affaire, qui ne profite pas du tout à la population. Et ça, c'est typique de toutes les décisions des GTI, quoi, des grands travaux inutiles, comme c'était l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Enfin, et voilà, ou les grandes bassines à Sainte-Soline, c'est des espèces de projets complètement inutiles, complètement où on marche sur la tête, qui sont complètement contraires à l'intérêt et du peuple, et de la nature, et des gens, et même économiques, mais qui enrichissent au passage voilà, on graisse quelques pattes, et puis ça y est, on est parti, on met le préfet dans l'affaire, et c'est gagné. Et c'est horrible parce qu'on a des gens intelligents en face qui ont compris le truc et qui essayent de faire comprendre à des flics qui sont là pour exécuter les ordres, comme des chiens bien dressés, ils sont là, et puis voilà, ils font le boulot de flics, quoi. Ils autorisent la destruction, alors que ce soit du point de vue juridique comme du point de vue scientifique, tout s'oppose à cette voie, et les avis sont tous contraires. Ils disent non, mais comme le jugement est en retard, en attendant le jugement, les travaux commencent. Alors que exactement le même délire que pour l'A69, c'est-à-dire qu'on commence les travaux, on détruit tout avant que les travaux soient autorisés. Bon, c'est du gangstérisme, et c'est plus de l'état de droit, c'est de l'état de force, c'est la force brute à la place du droit. Et évidemment, le brave flic, il s'est engagé souvent dans la police pour défendre le droit, pour être celui qui protège les citoyens. Et là, ils font exactement le boulot inverse. Et ce sont des zadistes, des petits jeunes qui sont très conscients que eux, ils auront à souffrir énormément des conséquences de ces décisions qui sont prises là. Donc ils se révoltent, ils essayent de... Mais l'intelligence ne peut rien contre la bêtise organisée à ce point-là, quoi. C'est assez terrible. Enfin, vous verrez, je vous mettrai toujours je vous mets sous la vidéo, enfin sous l'audio, je veux dire, puisque la vidéo, vous avez le thème. Je vous mets des liens que je vous conseille d'aller voir. C'est une espèce de revue de presse, de tri entre plusieurs choses vues sur Internet ou sur Radio France quelquefois, qui sont choisies pour leur côté exemplaire par rapport aux propos que j'ai. Voilà. Ça ne veut pas dire que je recommande forcément. C'est pas, les gens qui parlent sont pas forcément de mon avis, hein. Simplement, je cite des endroits où vous pouvez avoir une approche beaucoup plus complète des problèmes qui se posent à notre civilisation actuellement. C'est ça mon idée dans le tri. C'est pas moi j'aime bien ce qu'il dit là. Oui, des fois j'aime bien, mais c'est pas pour dire mon opinion. L'opinion, je l'ai toujours dit, n'a aucune valeur. C'est juste l'amalgame des pensées que j'ai actuellement, comment j'amalgame mes pensées actuellement en fonction de ce que je sais, de ce que je sais pas, de comment j'ai été formé, comment j'ai été conditionné. Donc ça a pas un énorme intérêt, c'est l'inverse de l'Apocalypse, c'est l'inverse de révéler la conscience en fait. Mais par contre, amener des éléments de réflexion qui permettent de se poser des vraies questions, ça oui, ça c'est intéressant. Et surtout si c'est avec humour, c'est toujours mieux. C'est pour ça que je recommande toujours l'émission La Dernière aussi sur Radio Nova, tous les dimanches à 18h je crois. Moi je peux pas la capter là où je suis, mais on peut la capter le lendemain sur YouTube, avec l'image en plus, pour ceux qui peuvent regarder les images. Donc voilà, donc cet aspect et cette nouvelle lune est très puissante, donc parce que elle révèle une nouvelle direction qui est prise par la France. Je pense que cette nouvelle lune a déjà agi par la révélation hier, je crois, de Macron, qui dit on va repasser au tout nucléaire parce qu'en fait on déplace tous les budgets qui étaient pour le changement climatique pour aller dans le sens de réduire les impacts négatifs déjà commencés du changement climatique. On suit
on s'aligne un peu sur Trump, qui nie, enfin qui est le roi du monde, puisque tout ce qu'il estime, selon son opinion, qui n'existe pas, n'existe plus, quoi. C'est comme ça. Et il vire tous les scientifiques, tous les travaux qui ont été faits, qui prouvent les choses de manière très très claire. Il les vire tous en disant ça n'existe pas parce que moi, le roi, j'estime que ça n'existe pas. Et j'ai pour me suivre des tas d'imbéciles, quoi, qui sont pas informés ou des fois c'est pas des imbéciles, c'est simplement des gens pauvres, ignorants, parce qu'ils n'ont pas le temps simplement d'aller s'informer sur ces sujets-là. N'importe qui s'informe sur ces sujets-là correctement, sans tomber dans des sites complètement hallucinés, il s'aperçoit que les éléments concrets, les éléments factuels sont tous là en grande quantité pour nous prouver que ce qu'a commencé à dire le GIEC dans les années 80 et qui a été révélé au monde plutôt en 92, le premier rapport complet c'est en 92, mais il avait commencé le travail avant. Et les gens qui avaient réfléchi à ça, dont je faisais partie, puisque je faisais partie des écolos dès les années, la fin des années 70, avaient déjà, les Amis de la Terre, Greenpeace, tout ça, avaient déjà des éléments qui leur permettaient de... Et Total les avait aussi, hein, on n'était pas des voyants extra lucides, on avait les éléments parce qu'ils circulaient, mais ils n'étaient pas étayés tellement, ce qui fait que on adhérait à ces éléments plus par conviction ou par intuition. L'intuition après des écolos, toutes les intuitions des écolos se sont révélées vraies, et toutes les intuitions des non-écolos se sont révélées être de la mauvaise foi. Donc ça commence à se savoir, et pourtant les gens continuent à ne pas aimer les écolos. Bah oui, il n'y a rien de plus vexant que des gens qui te contredisent, qui te prouvent que tu as tort. C'est embêtant. Donc l'idée c'est pas d'avoir tort, d'avoir raison, ou de compter des points au niveau électoral, c'est de se demander qu'est-ce qu'on fait pour que l'écologie ce soit pas un parti ou des opinions et que ça devienne quelque chose de concret, de manière à ce que nos enfants et nos petits-enfants aient une respiration supportable. Ce qui est loin d'être le cas pour l'instant, on en est loin. Donc, d'où ce carré à Uranus de ce exact, hein, à 1 degré près, cette nouvelle lune étant carrée à Uranus en Taureau, et Uranus est reparti de l'avant. Donc je rappelle qu'Uranus en Taureau, étant en chute, c'est l'une des plus mauvaises positions d'Uranus. Je rappelle qu'il a été dans ce signe dans les années de guerre, hein, et qui représente en fait l'irruption mondiale du fascisme et du nazisme et du stalinisme en même temps, puisqu'il y avait le pacte germano-soviétique, ça a commencé comme ça aussi. Et donc une espèce de Big Brother était partout et a rassemblé des masses derrière lui de manière à les amener à la guerre. Donc on est dans un signe qui ressemble à ça, et on voit très bien les bruits de bottes qui se rapprochent, bien que le fascisme actuel soit beaucoup plus soft, beaucoup plus hypocrite, beaucoup plus... il cache son jeu. Il n'y a plus besoin de mettre des bottes maintenant et des comme je disais Coluche, des armées de miliciens qui armés jusqu'aux dents et qui marchent 4 par 4 dans les rues, voilà, au pas de loi. Il y a plus besoin de ça maintenant. Enfin, on peut rajouter ça avec des CRS et toutes sortes de polices spéciales, de milices ou de la Bravem ou tout ça, enfin des tas de machins qui sont inventés pour augmenter les processus de répression et pour effrayer les gens, pour leur faire peur. Donc c'est vraiment pas du tout démocratique, ça va dans le sens inverse, ça va vers le fascisme justement, mais c'est moins les bots et les kalachnikovs maintenant que les caméras partout, que la surveillance des algorithmes, que le fait qu'on puisse pénétrer dans votre smartphone comme on veut, par des portes dérobées et savoir exactement ce que vous faites et donc en plus comme vous distribuez vos données sans le savoir parce que si vous ne prenez pas des précautions pour rendre le plus possible votre smartphone hermétique à ces gens-là, c'est comme si on sait exactement ce que vous faites, ce qui fait que les gens comme ces zadistes là qui essayent de faire leur truc secrètement, dans leurs rêves, c'est secret, hein. En fait, ils suivent exactement ce qu'ils font. La seule manière qu'ils pourraient ne pas suivre ce qu'ils font, ça serait de se séparer de leur smartphone et de s'organiser autrement, parce que là, il n'y aurait plus personne. Mais non, à partir du moment où les gens sont en permanence avec leur petit smartphone sur eux, ils sont totalement surveillés. Donc ça, faut bien se rendre compte de ça sera mis en dessous aussi avec l'un des liens que je vous mets qui parlera un peu de ça, de comment
les rois des trompeurs siliconés, quoi. C'est-à-dire tout le Silicon Valley, comment elle organise en fait une espèce de tromperie généralisée, de mensonge. Et là, ce mensonge, il peut être très fortement marqué par ce néofascisme américain, ce techno-féodalisme, comme dit Varoufakis, l'ancien ministre des Finances grec, qui est quelqu'un de très lucide, extrêmement lucide, qui a très bien vu ce qui allait se passer. Et donc, voilà, et qui a lutté vainement contre Merkel pour essayer d'obtenir ce que l'Allemagne avait obtenu après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire une suppression de sa dette pour lui permettre de remonter et de ne pas rester complètement un pays affamé. Et c'est ce qui a été fait. On a supprimé la dette de l'Allemagne, bien qu'elle avait énormément de dettes sur toute l'Europe à payer. On lui a supprimé sa dette parce qu'à un moment donné, ça empêchait complètement le pays d'évoluer, quoi. Tout l'argent partait pour des réparations. Donc chacun a pris le sacrifice de la guerre et les pertes sur son dos, alors que l'Allemagne nazie était extrêmement coupable par rapport aux autres, de même que l'Italie fasciste, etc., ou le Japon fasciste aussi. Mais pour la paix, il a été décidé d'effacer l'ardoise. De même que De Gaulle a effacé l'ardoise de tous les collabos et tout ça, sinon il aurait fallu mettre beaucoup de Français en prison, une majorité. Donc il s'est dit, attends, on va admettre que tous les Français ont été résistants, alors que dans les pays fascistes, il y avait la France, il y avait l'Italie et l'Allemagne, mais il y avait la France aussi. Il n'y a que l'Angleterre qui a échappé finalement. Churchill était très autoritaire parce que en temps de guerre, il vaut mieux l'être. Mais il n'a pas organisé un fascisme dans son pays. Donc, alors que Pétain, c'est pas les Allemands qui l'ont mis au pouvoir, c'est lui-même qui a décrété que les pleins pouvoirs ont été votés par Pétain par la majorité de l'Assemblée nationale. Ça montre à quel point l'Assemblée nationale représente la population. Bref, donc de toute façon, la population était d'accord aussi. Donc il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin, comme disait Chanté Renaud à l'époque. Et le nombre de résistants en France qui ont beaucoup aidé à ce que les Alliés puissent pénétrer des fois dans des villes sans presque avoir de pertes, ils ont fait un travail énormément très malin, mais ils étaient combien ? 10 000, je sais plus le chiffre, mais c'est 0,1% ou 0,01%, je sais plus, c'est un nombre, oui, c'est 0,01 plutôt. Donc les résistants étaient très peu nombreux. Et à l'heure actuelle, encore, les gens qui sont conscients, qui résistent au système, qui essayent de faire quelque chose, de manière à ce qu'on n'aille pas droit dans le mur, en accélérant, parce que c'est ce que nous demande le macronisme, le trumpisme, le poutinisme, ça, accélérons, allons encore plus vite, parce que c'est la théorie de l'accélérationnisme d'un certain Nick Lang, qui est un espèce d'économiste fou anglais, là, qui est très à la mode maintenant dans les milieux d'extrême droite, et qui dit, ouais, non, faut pas s'occuper du changement climatique, tout ça, faut accélérer encore, et on va trouver les moyens de résoudre le truc, faut foncer, faut polluer 2 fois plus, faut continuer dans la même démarche, mais on va trouver un moyen. Alors que ça fait longtemps qu'on aurait dû le trouver. Donc à un moment donné, il faut faire les opérations, regarder par où ça passe, par où faire les équilibres entre les consommations et les productions, voir vers où ça va, et quand vous regardez les courbes, il faut regarder les courbes aussi de température, non, il n'y a pas de solution d'accélérant, au contraire, il faut rentrer en décroissance, mais qu'est-ce qui plaît pas dans le mot décroissance, c'est le mot déjà, mais tant pis pour les mots, ce que ça désigne est valable, c'est-à-dire il faut des arrangements entre pays pour décroître ensemble. Bon, évidemment, tant que Trump est au pouvoir, et qui vise une compétition tout azimut dont il se croit le roi, c'est le roi Ubu. Faut relire aussi le roi Ubu de Jarry, qui est une espèce de comédie loufoque et un peu grossière, mais qui montre bien, on croirait Trump, quoi. C'est vraiment, c'est entre Ubu et Trump, on voit pas tellement de différence. Voilà. Donc ce carré à Uranus, c'est le principal. Uranus est en maître, du coup, de ce soleil, de cette nouvelle lune, soleil-lune, quoi, conjoint au milieu du ciel, et aussi de Mars et Pluton qui sont en Verseau. Donc ce Verseau est commandé, on pourrait dire, par Pluton. Toujours. Et donc on va retrouver un peu la même histoire que dans la nouvelle lune précédente. Je me trompe peut-être, la nouvelle lune précédente, non, elle était fin Capricorne. Que la pleine lune précédente qui était en Verseau, oui, c'est ça. La nouvelle lune précédente était vraiment à la fin Capricorne, presque sur le degré critique. Donc cette nouvelle lune prenant sa racine dans le signe du Verseau, où est Pluton,
la négativité et la destruction qu'amène Pluton dans le signe du Verseau, donc la destruction par la technologie, la destruction par l'informatique, la destruction du monde par le doublement des consommations d'électricité, par tous les data centers énormes qu'il faut refroidir et tout ça, enfin un cinéma industriel énorme avec des centrales nucléaires qui vont apparaître partout pour pouvoir produire l'électricité pour ces trucs-là. Et avec un délire total autour de l'énergie, parce que on veut se servir de l'IA pour mettre la tête de sa copine sur le corps de Marilyn Monroe ou je sais pas quoi, ou n'importe quelle vedette que vous préférez. Et c'est rigolo. C'est-à-dire on utilise une quantité d'énergie énorme pour jouer ferme-muse sur sa petite plaque d'addiction qu'on appelle un idiophone. Enfin moi que j'appelle un idiophone. Donc ça, c'est le fait que Pluton mène la danse fait que ce trigone, il est intéressant au niveau de ce qui va se dire et ce qui va être décidé, puisque la décision c'est le Soleil, et au milieu du ciel, il y a des décisions qui vont engager la France pour un bon bout de temps. Et effectivement, on en prend pour 10 ans avec un budget qui enlève tout du côté de l'écologie et qui met tout du côté du nucléaire, pour, soi-disant, faire des voitures électriques, sachant que les gens peuvent pas se payer des voitures électriques parce que c'est trop cher, c'est n'importe quoi. Et d'autre part, ça veut pas dire qu'il faut pas passer à l'électrique à un certain moment, mais ces espèces de décisions qui sont prises unilatéralement sans débat, c'est affreux, quoi, parce que on n'écoute pas ce que les gens ont vraiment besoin. Il y a des tas de gens qui voudraient conduire une voiture électrique, mais qui peuvent pas, parce que ça leur revient trop cher. Alors c'est pareil pour oui, parce qu'ils payent le prix du chauffage et tout ça, et comme ils vivent dans des passoires énergétiques, par exemple, on enlève aussi de l'argent pour le changement, les passoires énergétiques, pour tout ce qui est l'isolation et tout ça, alors que ça c'est un vrai boulot extraordinaire qui pourrait rendre les gens plus heureux. Ah non, on met ça pour le nucléaire. C'est exactement ce qu'on a fait dans les années 70, où la France était le premier pays qui avait inventé des systèmes de panneaux solaires extrêmement performants. Et les gens qui ont fabriqué ça ont été menés à la ruine grâce au programme d'EDF qui a racheté des brevets pour les faire disparaître, parce qu'il fallait que le nucléaire passe avant. Donc on recommence ce même scénario de tout mettre dans le lobby nucléaire, sachant que les antinucléaires, si vous lisez par exemple le réseau Sortir du nucléaire, qui est très intéressant à ce niveau-là, c'est souvent un journal qui est fait par des travailleurs du nucléaire qui connaissent très très bien leur sujet, parce que contrairement à la caricature qui peut exister dans les milieux de droite ou d'extrême droite qui disent « Ah oui, les écolos, ils connaissent rien, c'est le progrès, ils voient pas... » Non, c'est exactement l'inverse. C'est les gens qui sont les plus avancés dans la connaissance de comment fonctionne le nucléaire et de ses défauts qui sont les plus antinucléaires, forcément. Moi-même, j'ai été formé pour devenir ingénieur nucléaire, et et à partir de ce moment-là, je suis devenu férocement antinucléaire quand j'ai compris le piège, l'illusion profonde et dangereuse que c'était. Alors évidemment, le CO2, c'est un autre danger. Mais il faut prendre tous les dangers globalement et aller aux causes. Parce que tant que vous en prenez un et puis vous servez d'un autre danger pour combattre un autre danger, on n'avancera pas. Ça sera de pire en pire. Alors, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le nucléaire, c'est très pratique quand on veut faire des bombes et quand on veut faire la guerre. Donc, si vous avez des armements à vendre, il vaut mieux renforcer le lobby nucléaire, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez vendre des armes portant des ogives nucléaires, et ça rapporte énormément, c'est très cher, surtout si vous avez le monopole pour le faire, puisque grâce à l'ONU, on vous dit, bah oui, il y a des pays nucléaires, il faut surtout pas permettre que ça aille ailleurs, dans d'autres pays, ce qui est sûrement une très bonne chose, mais c'est pas qu'il faudrait pas que ça aille ailleurs, il faudrait que ça disparaisse complètement à la surface du globe, et pour ça, il faudrait relancer les accords SALT 1, SALT 2, SALT 3, c'est-à-dire tous les accords qui étaient pour une diminution totale des armements, parce que ça coûte un pognon de dingue, comme disait l'autre, un pognon de dingue, mais ça rapporte que aux marchands d'armes. Rappelons au passage que pour l'indépendance énergétique, c'est complètement idiot, parce que une grande partie de l'uranium vient d'une région d'Afrique ou de Russie, où le traitement de l'uranium dans son côté sale est fait en Russie, et que donc on est totalement dépendant de Poutine pour ça. Alors on essaye d'arrêter la dépendance avec le pétrole russe, on a bien du mal, puisque par exemple avec le gaz on n'y arrive pas du tout, le gaz il n'y en a pas ailleurs qu'en Russie. Donc et pour l'uranium l'enrichissement d'uranium, tout ça, toutes les pollutions étant déversées sur le peuple russe qui n'a le droit pas la parole et qui va être radioactif grâce à parce que eux ils vont, pour garder des prix compétitifs, ils vont pas du tout s'amuser à faire ça de manière totalement propre.
Les Français sont bien contents, comme ça ils peuvent déplacer les pollutions de la Hague vers la Russie, et Poutine est bien content puisqu'il s'en fout complètement de la radioactivité. Ce qui compte pour lui, c'est de nous tenir comme ça par la barbichette et de dire ah oui, vous faites des sanctions, mais alors moi si je fais la sanction d'arrêter de vous fournir l'uranium, vous faites quoi avec vos centrales? Ah 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 ah. Et on entend d'ici là le rire sardonique de Monsieur Poutine. Et oui, il a raison de ce point de vue-là. C'est lui qui tient les rênes du pouvoir. C'est pour ça qu'il est au centre des 4 cavaliers d'Apocalypse. Il est au centre non pas en tant que personne lui-même, il est au centre en tant que système. C'est-à-dire le système, c'est le cynisme mafieux absolu, qui est à la fois qui s'appuie sur l'avidité matérielle, comme le Trump, sur le mensonge organisé comme Macron, sur la religion comme prétexte à avoir toujours raison comme Israël et l'Iran, et sur un totalitarisme antidémocratique comme la Chine. Les 4 à la fois, c'est Poutine. Donc d'ailleurs qui est allié avec la Chine et l'Iran et tout ça. Donc c'est pas du tout parce que je suis pro-OTAN que je dis ça, puisque je viens de dénoncer également un Trump dans l'affaire, ou les États-Unis, puisqu'il est la même chose. Alors être contre l'OTAN, ça devient un peu idiot en ce moment, parce que il y a quand même, quand certaines organisations permettent quand même que des envahisseurs ne se croient pas tout permis, c'est pas plus mal non plus. Donc Trump fait une énorme connerie enfin on sait pas ce qu'il va faire en fait. Il est plus ou moins fou, donc il est possible qu'il revienne en arrière, qu'il retourne vers l'OTAN, mais ça je pense pas. Je pense plutôt qu'il est dans une optique de tout larguer, America seulement, et puis du coup laisser les Européens se débrouiller sans armes, parce qu'ils ont tout laissé faire, ils ont tout acheté aux Américains, ils se sont laissés complètement bouffer la ligne sur le dos par les Américains en disant c'est nos amis nous protègent. Ça fait longtemps qu'il y avait pas mal de gens qui disaient attention, avoir comme amis les Américains, c'est bien gentil, mais c'est assez dangereux parce que eux, c'est des prédateurs, c'est pas des gens qui sont là pour vous protéger. Ils vous protègent parce que tant que c'est leur intérêt, quand c'est plus leur intérêt, on a la preuve maintenant, ils vous lâchent. Voilà, donc d'où la course à l'armement qui va peut-être remplacer les lois écologiques, tout ce qui pourrait sauver la planète va être remplacé par une course aux armements. Grâce à Trump, parce qu'il y aurait les forces de l'OTAN qui seraient là, Poutine aurait un peu peur, donc il bougerait pas, mais il bougerait moins. Mais là, c'est comme si on lui donnait l'autorisation de faire le plus de mal possible. Et effectivement, ceux qui parlent de guerre, contrairement à ce que disent les gauchistes, que j'aime bien, parce que non, il faut être lucide aussi. Je les invite à lire les travaux de Simone Veil, qui elle-même était pacifiste et anti-guerre, et puis quand elle a vu ce qui se passait avec la montée du nazisme, elle a dit non, à un moment donné on est obligé de se défendre contre ça, parce que sinon on va perdre la démocratie et se retrouver tous soumis à des guerriers barbares, parce qu'on n'aura pas su se rendre compte que la violence existe. Donc voilà. Alors ceci dit, est-ce que ça arrange pas les histoires du système du lobby nucléaire? Bien sûr que oui. Et faut pas être dupe sous prétexte qu'il faut pouvoir se défendre contre un éventuel attaquant de l'Europe, pas de la France, on est loin encore, mais de l'Europe. Quoique avec des missiles, on peut aller jusqu'en France évidemment sans problème. Mais se défendre contre un éventuel agresseur ne veut pas dire mettre tous ces milliards dans le nucléaire. On recommence l'erreur de mettre. Alors j'ai entendu des émissions là-dessus aujourd'hui même. On est jeudi, donc c'est l'émission de Fabienne Synthèse là avec un débat. Tiens, un débat sur le nucléaire intéressant. Alors évidemment, aucun avis d'antinucléaire qui parle. C'est trié en amont dans la libre antenne qu'ont les gens pour téléphoner, quoi. Et toujours le même charabia, la mauvaise foi totale, où on fait croire aux gens qu'il n'y a pas d'autre solution que le nucléaire intelligente. Grâce un peu malheureusement aux faux amis qu'est Jean Covici, que j'aime beaucoup, quelqu'un de très pragmatique, mais qui se gourre complètement par rapport à l'idée que le nucléaire serait la solution. D'ailleurs, il en revient petit à petit, il a nuancé ses propos, et il commence à dire de plus en plus comme les écolos dont il a volé un peu la vedette, puisque ce qu'il répète, c'est uniquement des données écologiques. Disons qu'il a eu le droit de devenir très la montée sur les internets, on va dire, en nombre de vues, parce que justement il a été OK avec le nucléaire en disant que c'était réaliste.
Maintenant, il recule un petit peu par rapport à cette position en disant on est obligé, mais c'est pas la bonne solution. Donc, il commence à mettre de l'eau dans son vin, mais il a réussi à avoir la vedette, à attirer les caméras vers lui, alors que toutes ces propos que les gens trouvent très intelligents, très fondés, tout ça, sont exactement les mêmes que ceux des écologistes qui sont antinucléaires, ou ceux qui sont pour les solutions négawatts et tout ça. Il suffirait de les interroger, mais eux, on les interroge jamais. C'est marrant. Voilà, donc là pareil, on est resté dans le même censure non dite de toute opinion qui se départirait de la ligne du parti Macron. Voilà, donc c'est intéressant de voir que ce carré Uranus ne dit rien de bon qui vaille. Il y a un faux trigone avec Pluton, ce qui indique qu'on est... Alors, pour revenir sur les aspects qui se mettent en route, l'autre aspect qui est fort, c'est que la part du monde, qui est toujours à 0 degré bélier pour la nouvelle lune, par définition, eh bien là, elle est conjointe exactement à une conjonction Saturne-Neptune en bélier. Alors là, Saturne-Neptune, c'est intéressant parce que on est dans un nouveau cycle qui commence. Et là, ce nouveau cycle va commencer tambour battant au niveau des idées, puisque c'est sur la pointe exacte de la maison 11 en même temps. Moi, j'utilise les maisons Regio-Montanus, et non pas les Placidus, qui sont un découpage dans le temps, alors que les maisons sont normalement un découpage dans l'espace. Donc, il y a une erreur de conception astrologique à ce niveau-là. Et on peut, si on regarde la pointe des maisons Regio-Montanus, elles sont toujours exactement parlantes, alors que si vous mettez la pointe des maisons Placidus, la plupart des praticiens astrologues sont obligés de dire oui, une planète qui est un peu à la fin de la maison précédente, elle est presque dans cette maison-là. Bah pourquoi? Parce que ça se passe souvent comme ça, parce que justement la pointe de la maison n'est pas au bon endroit, parce que la télé Placidus, pour calculer les maisons, les calcule dans un logiciel de temps, alors qu'il faudrait le calculer dans un logiciel d'espace. C'est-à-dire ce que faisaient les peuples premiers avec le tipi des chamans, où ils mettaient 12 branches pour faire le tipi, de manière à, quand on est allongé au centre, de voir le ciel séparé en 12 parties. Ça fait partie de système ancien, ou c'est une connaissance ancienne qui a été perdue, en fait, parce qu'ils sont devenus nomades, parce qu'ils sont devenus plus simples comme civilisation, mais qui était basée sur cette division de l'espace en 12 parties. Donc c'est une réminiscence de ça, et le fait de dire que on peut découper l'espace comme ça en tranches est quelque chose qui remonte à la très ancienne connaissance astrologique qui a dû exister. Bon, on sait chez les Babyloniens vers 3000-4000 avant Jésus-Christ, mais qui a sûrement existé aussi dans l'Atlantide, c'est-à-dire avant 12 000 avant Jésus-Christ, dans une civilisation qui connaissait déjà cette sagesse, quoi. Donc où est-ce que j'en étais? Donc oui, la conjonction Saturne-Neptune, rappelons-nous la dernière. Alors quand il y a un nouveau cycle qui commence, c'est la fin d'un cycle. Quelle est la fin de ce cycle? Eh ben, le dernier cycle précédent, il a lieu en 1989. Alors il y a eu plusieurs, le 4 mars, le 24 juin, le 13 novembre 89. Il y a eu aux alentours de 11-10 degrés Capricorne, 10 ou 11 degrés Capricorne, il y a eu 3 conjonctions successives, dont la dernière était le 13 novembre 89, c'est-à-dire 4 jours, c'est-à-dire en même temps exactement, puisque c'est ce genre de conjonction très lente, évidemment, ça a lieu sur environ 2-3 mois avant, 2-3 mois après, donc 3 jours avant, évidemment, elle est exacte, et elle a été exacte au moment du 9 novembre, qui est la chute du mur. Donc on voit très bien que les astres commandent des choses de manière extrêmement précise. Donc c'était il y a 37 ans, et donc c'était en Capricorne, en 1989. Donc des changements de structure très profonds, des structures politiques. Évidemment, c'était la fin de la guerre froide, avec l'écroulement de tout le bloc soviétique qui allait s'en suivre en 91, 92, etc. Jusqu'à 99 avec l'arrivée de Poutine. Donc le 20 février 2026, donc 3 jours après la nouvelle lune, donc en même temps que la nouvelle lune, puisque c'est j'ai dit ce genre de conjonction est assez large sur sur au moins une quinzaine de jours. Donc 20 février, 17 février, c'est la même chose.
Donc on va dire la nouvelle lune et arrive pour mettre en valeur exactement, surtout que Saturne est maître du Verseau, hein, où a lieu où sont placés Pluton, la conjonction Mars-Vesta et puis la nouvelle lune, conjonction Soleil-Lune, au milieu du ciel. Donc c'est commandé par Uranus qu'on a vu qui est en carré, donc pas très sympa. Et de l'autre côté, Saturne, qui est en conjoint à Neptune. Saturne-Neptune, chaque fois qu'il a lieu, tous les 37 ans, vous remontez de 37 ans à 37 ans, vous allez retomber sur 1953, la mort de Staline, puis vous remontez encore de 37 ans, vous allez retomber sur 1917, j'allais dire révolution bolchevique, c'est pas une révolution, le coup d'état bolchevique, puisque la révolution avait lieu avant, avec les mencheviks et tout ça, et elle était déjà au pouvoir au moment où les bolcheviks ont fait leur coup d'état. C'était une révolution réformiste, on va dire, qui maintenait le tsar en place. Les bolcheviks voulaient être beaucoup plus radicaux. Ils ont fait un coup d'état et non pas une révolution. Mais disons, ils avaient, pour les appuyer, beaucoup de prolétaires communistes qui étaient prêts à les aider. Et ils ont réussi. Donc, si vous regardez ces dates-là, 1917, 1953, 1989, vous voyez bien que ça concerne vraiment la Russie très très près. La Russie semble être marquée par cette conjonction Saturne-Neptune. Donc on est sûr et certain que cette nouvelle lune va marquer une transformation profonde au niveau de la Russie, un nouveau démarrage quoi pour la Russie. Surtout que c'est sur le 0 degré bélier, là c'est le 0 degré bélier, c'est l'équinoxe de printemps, c'est le moment où au niveau mondial quelque chose de nouveau démarre, un nouveau monde démarre. C'est pour ça que cette nouvelle lune est vraiment apocalyptique. J'ai oublié de vous dire qu'en plus, qu'évidemment, c'est l'année du cheval de feu qui commence ce jour-là. C'est toujours la nouvelle lune qui est en Verseau, en gros, qui est le démarrage des années tibétaines ou chinoises. Alors, il y a des petites différences entre les deux. Les uns comptent le 15 degrés Verseau avant ou après, puis d'autres non. Bon, bref, on va pas rentrer en ce détail. En tout cas, là, ils sont d'accord cette année, puisque c'est après le 15 degrés Verseau. Donc, les Chinois comme les Tibétains vont fêter l'année du cheval de feu. L'année du cheval de feu, c'est donc, dans le système chinois ou tibétain, c'est tous les 60 ans. Et c'est connu comme étant une année extrêmement dangereuse, parce que les gens qui sont nés dans cette année-là sont vus comme étant excessifs. C'est yang et yang. C'est très expressif, le cheval, ça correspond un peu au signe du Gémeaux, quoi. C'est le plus possible et ouvert à l'extérieur. Et le feu, c'est également quelque chose qui veut affirmer son pouvoir à l'extérieur. Donc les deux ensemble, ça peut donner presque un pouvoir guerrier. Voilà. Alors faut se rappeler qu'en 1966, voilà, ça a été des moments où dans le monde il y a eu beaucoup de transformations culturelles, politiques très importantes qui ont pu mener après en 67 à la guerre des 6 jours par exemple, tout ce qui s'est passé en Moyen-Orient, tout ça. Il y a vraiment un basculement du monde dans une autre manière de voir les choses. C'est le moment où le sionisme cesse d'être relié à la religion hébreu de manière plus ou moins cas un cas, on va dire, où il devient vraiment une doctrine nationaliste et on quitte complètement le... D'ailleurs, je voulais vous lire un petit passage de Gabriel Agaï, qui est un rabbin kabbaliste, et donc juif forcément, qui dit quelque chose qu'il faut bien comprendre. Le sionisme, c'est une perversion du judaïsme. Il dit, dans la continuité de cette critique du messianisme nationaliste israélien, il m'est nécessaire d'évoquer mon soutien à la cause palestinienne et à la lutte de ce peuple pour ses droits. C'est une tâche importante que de déconstruire l'amalgame toxique qui lie sionisme et judaïsme. Donc c'est quelqu'un qui est profondément ancré dans le judaïsme avec une vraie pratique, et non pas faire semblant, comme Trump fait semblant d'être religieux, comme Poutine fait semblant d'être très religieux, alors que ce sont des gens qui sont plutôt alliés de fait par leur comportement aux forces sataniques. Mais il est également essentiel de bien je continue la lecture, mais il est également essentiel de bien distinguer la signification religieuse du sionisme traditionnel et sa récupération politique, séculière et nationaliste qui a entraîné la création de l'État d'Israël. La première est inhérente au judaïsme, c'est-à-dire l'idée alors que la seconde est une catastrophe qui donne lieu à un mouvement raciste, exclusiviste, impérialiste et ségrégationniste. Donc apartheid.
Notre Torah est basée sur la justice, l'amour, l'humilité et l'inclusion, vertus incarnées par nos prophètes et nos saints, tels Moïse, Aaron et Hillel l'Ancien. Tout le contraire des valeurs du sionisme, valeurs entre guillemets, construites sur l'orgueil, l'oppression, la haine et l'exclusion, celles de Théodore Herzl, de Joseph Trumpeldor, de Ben Gourion ou de Netanyahou. Selon notre Torah, on ne saurait établir une société saine sur l'injustice envers ne serait-ce qu'une seule personne, fût-elle non juive, a fortiori envers un peuple tout entier, les Palestiniens. Il est dit, alors il cite Sedek Terdof, justice tu poursuivras la justice, et Uvarta Bahim, tu choisiras la vie. De même, la Torah doit être notre sagesse, Orma, et notre intelligence, Bina, aux yeux des nations, plutôt qu'un manuel d'oppression nationaliste. Car, encore un proverbe de la Torah, ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont de paix. Fermez la parenthèse. La rédemption finale tant annoncée par nos prophètes ne se fera que sur la base de l'amour inconditionnel et pas sur autre chose. Seul établissement d'une société humaine globale fondée sur la justice, la bonté et la compassion hâtera la rédemption messianique. Voilà, je vous laisse. Ce livre s'appelle Itinéraire d'une initiation, le cheminement d'un rabbin kabbaliste, Gabriel Agaï, je le recommande chaudement. Et il explique pourquoi le sionisme est une espèce de dévoiement total de la religion hébraïque et qu'on ne peut pas... il rajoute un endroit, mais il faudra bien tôt ou tard cesser les hostilités meurtrières en Terre Sainte, il appelle Israël la Terre Sainte, et tenter de bâtir une paix durable, Terre Sainte, donc ça veut dire pour toutes les religions chrétiennes, c'est l'endroit où Jésus a enseigné et où il est mort, enfin mort, ressuscité, etc. C'est l'endroit où les musulmans ont une très grande mosquée, et qui contient l'endroit où le prophète s'est envolé, enfin d'après la tradition, tout ça. Et les Juifs ont leur temple de Jérusalem. Donc Jérusalem, c'est la ville du soleil, la cité aux 12 portes, et 12 portes comme les 12 signes du zodiaque. Donc c'est une cité invisible, c'est une cité de l'union de toutes les différences, parce que qu'est-ce qui est plus différent, les 12 signes du zodiaque? Rien. Et pourtant, il y a un seul thème qui doit les unir, tous ces 12 signes. Et tenter de bâtir une paix durable en concevant un moyen juste de vivre ensemble pour lentement se réconcilier, comme le font les Sud-Africains, noirs et blancs, après des décennies d'apartheid. Pour que cette paix véritable existe, il est nécessaire d'envisager sérieusement de la part du gouvernement israélien des indemnisations financières pour les Palestiniens, une fois acquise la refonte totale de l'organisation politique en Israël-Palestine, par la création d'un nouvel État inclusif où tous vivraient ensemble avec les mêmes droits, à égalité en tant que citoyens, hébréophones et arabophones, ce qui constituait la seule solution politique viable possible à mon avis. Évidemment, la solution à 2 États a l'air bien, mais si c'est pour faire un État comme les Bantoustans et continuer l'apartheid, ça s'appelle des Bantoustans, et pour ceux qui se rappellent l'histoire de l'Afrique du Sud, et ça permettait pas du tout la liberté des gens qui habitaient dedans. Au contraire, c'était des espèces de camps de concentration à ciel ouvert, ce qu'a été la Palestine pendant les 10 dernières années. D'où la révolte du Hamas, qui a été tellement suivie avec toute sa violence stupide, mais qui a été suivie par le peuple palestinien, parce que le peuple palestinien était maintenu en esclavage. Donc il faut quand même pas oublier ça. L'histoire de la violence en Israël ne commence pas le 7 octobre, comme le prétendent certaines personnes assez hypocrites et malhonnêtes. Voilà, donc après il ne s'agit pas de prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Là, ce qu'il dit est parfait, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas à privilégier un endroit ou un autre. Nulle volonté, je prends un tout petit peu plus loin. Ce n'est pas parce que les antisémites se cachent parfois derrière l'antisionisme que ce dernier est de l'antisémitisme. C'est clair. De la même façon, si les islamophobes font un usage délétère de la laïcité, ce n'est pas pour autant que cette idée se résumerait à l'islamophobie. Affirmer le contraire serait un sophisme. C'est-à-dire détruire tous ces mots creux qui sont très très maniés par des imbéciles à l'intérieur de notre Parlement français en ce moment. Nulle volonté dans mon antisionisme de nier le droit à quiconque, juif ou non juif, de vivre en Terre Sainte, le centre même de notre géographie sacrée. C'est justement par amour pour mes sœurs et frères israéliens que je dénonce les exactions inhumaines commises en leur nom par leur gouvernement. Il faut choisir le bon côté de l'histoire, celui de l'être humain et de la justice. Mon espoir résiderait plutôt dans la création d'un nouvel État inclusif où tous vivraient avec les mêmes droits, à égalité en tant que citoyens, hébréophones et arabophones ensemble. Bref, la disparition du sionisme lui-même, ce cancer du Moyen-Orient. Comme le dit mon ami palestinien activiste pour la paix et jérusalémitain, alors c'est-à-dire un habitant de Jérusalem, Sheikh Ibrahim Abou Elawa,
les clés de la paix mondiale se trouvent à Jérusalem. Donc c'est un rabbin israélien qui a également des amis qui sont chers, c'est-à-dire des rabbins musulmans, on va dire ça comme ça. Les clés de la paix mondiale se trouvent à Jérusalem. Le jour où on va comprendre que Jérusalem doit abriter toutes les religions ensemble et n'en favoriser aucune, tant qu'on croit que l'islam ce serait un faux Dieu et que alors évidemment tous les types qui votent pour Trump là, qui veulent favoriser Israël, ce sont des gens qui suivent des fausses interprétations de la Bible, de l'Évangile, qui dit que quand Jérusalem sera libérée, eh bien la paix dans le monde arrivera. Et ils font exactement ce qu'il faut pour qu'elle ne soit pas libérée. À partir du moment où vous maintenez un apartheid sur Jérusalem et Gaza et la Cisjordanie maintenant, vous êtes en plein d'aller dans le sens inverse. Donc, et ces gens-là s'imaginent être des chrétiens. C'est ça qui est drôle. Enfin, on rit jaune, quoi, parce que c'est plutôt triste. Donc, regardons un petit peu. Donc, cette conjonction Saturne-Neptune en 89, donc fin d'un cycle qui parle d'une certaine conception de la Russie, la nouvelle Russie, on va dire. Et peut-être une nouvelle donne qui peut arriver, qui est en train d'arriver. Et alors, est-ce que c'est la victoire d'un fascisme total en Russie grâce à Poutine? Tant qu'Uranus est à cet endroit-là en taureau, ça risque. Mais on sait aussi que les grandes catastrophes collectives sont nécessaires des fois pour que quand une population entière est sous le joug d'idéologie fausse, comme ce qu'on vient de dire là sur Israël, parce que il y a beaucoup de gens qui sont juifs ou israéliens qui sont complètement bouffés par ce fascisme, ils sont désinformés, ils ne savent rien. Je voyais quelqu'un qui disait qu'il faisait sortir Auschwitz, il sortait du car, et le type qui est l'animateur israélien qui disait bon, maintenant nous allons aller visiter Auschwitz pour voir tout ce qui a été fait en Pologne, il disait surtout ne vous éloignez pas du car, ne vous séparez pas du groupe, ne parlez à personne surtout, parce que on est en Pologne et ces gens ont fait ça, ils ont fait Auschwitz quoi. C'est des Polonais aussi qui ont fait ça, et donc vous êtes en danger. Et on maintient des braves gens qui sont des touristes israéliens, une espèce de peur, panique comme ça, en leur faisant croire qu'ils sont entourés d'ennemis. Évidemment, si vous faites croire ça à des gens, et évidemment, ils deviennent racistes, c'est évident. Donc, au lieu de se servir de la visite d'Auschwitz comme une espèce de leçon d'histoire pour dire, regardez à quelle humanité peuvent arriver des gens quand ils prétendent avoir raison et qui se donnent le droit d'en tuer d'autres, ce qui s'appliquerait également à Israël en ce moment, ben non, on les maintient dans une espèce de nationalisme stupide qui n'a rien à voir, encore une fois, avec la religion hébraïque, ni avec la religion chrétienne, ni avec la religion musulmane non plus. Voilà. Donc c'est le moment que tout ça sorte, et c'est un peu dommage qu'on n'en parle pas comme ça, comme je viens de le faire, ou comme vient de le faire ce rabbin génial, quoi. C'est un rabbin qui est arrivé à un niveau total de réalisation du soi, hein, ce qui n'est pas le cas de tous les rabbins. C'est-à-dire c'est un rabbin qui a atteint l'état divin absolu, ce qui prouve que c'est possible dans toutes les religions, et que la religion juive n'est pas plus mauvaise qu'une autre, contrairement à ce que vont dire certains, ce que disent encore certains crétins, on devrait dire intégristes, qui croient que c'est les juifs qui ont tué, ce qui est pas faux, hein, que c'est des juifs qui ont tué Jésus, et que donc c'est une fausse religion. Encore une fois, vous trouverez de la vérité dans toutes les religions du monde, mais vous trouverez aussi l'erreur dans tous les dogmatismes qui sont dans les mêmes religions. Donc il faut retourner à l'être humain et au travail sur soi, toujours. C'est la seule solution. Voilà pour Saturne-Neptune, donc grand changement sûrement avec la Russie, comme en 89. On a eu un petit aperçu en juillet 2025. Mais c'était en Poisson, là ça sera sur les zéro de Bélier, c'est beaucoup plus violent, beaucoup plus fort. Alors, je vais regarder juste vite fait cette année du cheval de feu, comment elle commence à Moscou. Pour Moscou, elle n'est pas ascendant Gémeaux ou ascendant Gémeaux comme à Paris, ou ascendant Cancer comme à Bruxelles en Allemagne. Elle est ascendant Lion. Et là, Verseau avec l'ascendant Lion, ce sont les signes qui sont liés à l'ère du Verseau, qui sont très très forts. L'ascendant Lion, c'est une affirmation. Et qu'est-ce qui est angulaire au milieu du ciel? C'est pas du tout comme chez nous la nouvelle lune. La nouvelle lune est plutôt en maison 8, dans la maison de la crise ou de la mort. Et c'est une conjonction Saturne-Neptune en maison 9. C'est-à-dire alors,
il faut pas oublier que, j'ai oublié de le dire, cette conjonction Saturne-Neptune est conjointe à Bacchus. Cérès est un peu plus loin, en Bélier aussi, mais Bacchus est à 7 degrés du Bélier, actuellement. Donc, le milieu du ciel en Moscou, il est à 5,44 du Bélier. C'est-à-dire, il est exactement sur Bacchus. Et ça, la plupart des astrologues ne le verront pas, parce qu'ils n'utilisent pas ces éléments de recherche. Or, ça veut dire que Bacchus, c'est vraiment tant que l'humanité n'a pas atteint ce niveau que je viens de lire dans le bouquin de Gabriel Agaille, ou n'a pas atteint en fait une certaine conscience de ça, on n'est pas obligé d'arriver au niveau de la réalisation du soi, mais au moins arriver à une conscience de l'âme, tant que l'humanité n'est pas capable de faire ça, elle n'est pas sujette à Neptune, au Neptune divin, elle est sujette au Neptune d'illusion. C'est-à-dire, Neptune ne va pas le voir comme étant une voie, comme le disent les grands astrologues humanistes, Denrudiard, Ruperti, tout ça, qui donnent une valeur extrêmement spirituelle à Neptune, ce qu'il ne faut pas du tout nier d'ailleurs. Hein. Mais Saturne-Neptune en Bélier, il est plus en Poisson. Et donc, souvent, Neptune transporte des illusions énormes, collectives. C'est une espèce de Vénus collective, on va dire, ou de Lune collective plutôt que Vénus. Le Vénus collectif, ce serait plutôt Proserpine. Et donc, avec Saturne, ça peut créer les pires des illusions qui sont mises en avant. Et d'autant plus que c'est Bacchus qui est au milieu du ciel à Moscou, c'est-à-dire la force antéchristique. La force, antéchrist, ça veut dire à la fois antichrist, c'est-à-dire qui va à l'encontre du Christ, même si on brandit le nom du Christ en premier, comme le fait Trump ou comme le fait Poutine. Hein, ils sont tous les deux hyper volontaires pour revendiquer une appartenance religieuse, qui est totalement fausse d'ailleurs pour les deux, parce qu'ils la trahissent à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, donc ou qu'ils font quelque chose. Mais là, c'est pas Neptune et Saturne qui gagnent, c'est bien que ce soit la dominante pour la Russie, c'est ce Bacchus au milieu du ciel, très 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 dominant, qui indique que c'est les forces antéchristiques, donc contre le Christ, le vrai Christ, qui est la lumière intérieure de l'âme, c'est ce que je viens de dire, les forces d'amour, de bonté, de justice, de paix, et de joie aussi, de joie intérieure, parce qu'on découvre la force du cœur. Eh bien, ces forces-là sont battues en brèche par Bacchus, qui est l'antichrist et antéchrist, c'est-à-dire la force qui est avant que le Christ revienne, avant que la force christique se répande dans l'humanité sous forme de prise de conscience globale de quelles sont les vraies valeurs qui différencient l'animal l'être humain du chien ou du babouin. Avec toutes mes excuses pour les babouins et les chiens que j'aime beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est quand un être humain se comporte comme un chien, c'est-à-dire, on a vu le procès des flics là qui ont tabassé des gens à terre de manière horrible, et qui regrettent fortement devant la juge, et qui passent en procès pratiquement 8 ans après. C'est dire la vitesse de la justice dès qu'il s'agit de gens en uniforme. Alors que ce comportement c'est un comportement de barbare, inadmissible, de chien enragé, et voilà. Mais comme ils avaient un uniforme, alors il faut tout pardonner, on va les gronder, on va leur monter du doigt, c'est pas bien de recommencer, ils vont dire, ah bah non, on recommencera plus, c'est promis, et puis voilà, l'affaire sera réglée. C'est assez terrible, cette espèce de déni de justice, ce déni de l'état de droit qui est opéré par Macron depuis qu'il est au pouvoir. Déni total de l'état de droit, pour transformer l'état de droit en état de force brute. Et ça dévoie complètement le rôle des forces de l'ordre, qui deviennent des forces du désordre, qui obéissent à la force au lieu d'obéir. Ils sont là pour exercer une force légale normalement. Dans une démocratie, seul a droit à faire de la violence l'État, parce qu'il garantit l'état de droit, il garantit le droit de tous les citoyens. Donc il a le droit d'exercer une forme d'obligation, de violence, d'exercice de la force. Or, c'est pas du tout ce qui se passe actuellement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ceux qui exercent la loi, ceux qui essayent d'être en rapport avec la loi, la dure loi de la nature, la loi de l'humanisme, la loi des droits de l'homme, la loi de la démocratie, c'est une dure loi qui est inversée actuellement, une loi très dure, très très violente, qui fait que l'état de droit n'existe plus, c'est plutôt un état terroriste, et évidemment qui se dépêche d'appeler les écologistes des éco-terroristes, alors qu'ils essayent simplement à chaque fois, si vous avez remarqué, les manifestations écologiques un peu violentes qui ont lieu, on nous montre des violences pour les délégitimer ces luttes. Mais à chaque fois, ce sont des luttes pour des droits que devrait exercer l'État. La 69, le droit d'écouter les scientifiques et l'écologie avant de commencer les travaux, et d'attendre de commencer les travaux quand tout le débat a eu lieu. Non, ils commencent les travaux, ils détruisent tout avant, sans aucune autorisation. Et on les laisse faire.
Pareil pour la ligne à grande vitesse Toulouse-Bordeaux, qui correspond à rien d'absolument nécessaire, un grand travaux inutile, et c'est pareil. On appelle écoterroristes ceux qui essayent simplement de défendre le droit, l'état de droit. Et les gendarmes et les mobiles, tout le bazar qui sont en face, sont là pour défendre le droit de lobby sur les citoyens, le droit absolu de lobby des hyper riches sur les citoyens. Sans que ça rapporte rien aux citoyens, cette ligne ne va rien rapporter aux citoyens. 1 heure de gagner en supprimant la vie économique de toutes les terres traversées, c'est la même chose que la 69, c'est la stupidité, aller plus vite vers le n'importe quoi. Droit dans le mur, on va droit dans le mur, mais il faut aller plus vite. Ben voyons. Bon, rappelons-nous que tout ça se situe dans un ensemble de forces qu'il faut remettre en cadre avec la conjonction Uranus-Neptune de 93, qui a eu lieu quelques années après 89, qui était en Capricorne, et donc la conjonction Saturne-Uranus qui avait eu lieu en 88, 1 an avant, qui était conjointe au centre galactique et qui a déclenché cette espèce de chute générale par le courage des citoyens de tous le bloc de l'Est. La prochaine conjonction Saturne-Uranus, elle n'est pas encore maintenant, c'est 44 ans après, donc ça sera en 1932. 2032, pardon. 2032, donc elle aura lieu en Gémeaux exactement en face de la précédente qui a lieu en Sagittaire. Mais ça, c'est juste pour vous dire que Saturne, Uranus, Neptune, cette trinité, cette échelle de Jacob qui existe dans le ciel, entre ce que Nietzsche appelait la parabole, non, ainsi par les Zarathustra, la parabole du lion, du chameau et de l'enfant. Le chameau, c'est Saturne, c'est-à-dire on obtient les choses que par le travail, la discipline et une certaine capacité à se maîtriser. C'est la première phase d'évolution de l'humain, cette capacité à se maîtriser, à pas rester soit un barbare, soit un chien qui obéit ou un babouin qui veut exercer le pouvoir sur les autres. Ça c'est voilà, devenir un véritable humain par un effort sur soi-même, travail sur soi, on va dire. Deuxième phase, Uranus, le lion, découvrir que une fois qu'on a fait ce travail de s'humaniser soi-même, de devenir un vrai être humain qu'on n'était pas encore, mais on ne le savait pas, on découvre une force intérieure, une certitude intérieure qui vient pas de l'opinion, qui vient pas du besoin d'avoir raison, qui vient pas du besoin de dominer les autres, qui vient pas du désir de jouer les m'as-tu vu ou d'avoir une image personnelle avantageuse, qui vient du sens de la vérité, de la fréquentation à l'intérieur du cœur de la vérité, qui est amour, et de l'amour qui est vérité. Et à partir de là, une espèce de certitude que le lion, c'est pas un lion de domination, le lion facho, quoi, le lion de domination, c'est le lion de l'individu, ce que ce Jung appelait l'individuation, c'est-à-dire de l'individu libéré de toutes ses chaînes et qui exerce un certain pouvoir sur autrui, mais un pouvoir d'influence, un pouvoir une autorité qui n'est pas autoritaire, qui n'est pas autoritariste, qui n'est pas totalitaire, mais une autorité qui est due à je suis l'auteur de mes pensées. Je pense pas avec des conditionnements, je pense pas avec des opinions, je pense pas avec des copier-coller sur Internet, je pense avec qui je suis réellement, en accord avec ma vérité, parce que j'ai libéré une partie, en tout cas, de mon, la plus grande si possible, de mon histoire personnelle, et je me suis libéré de l'image de moi-même, du personnage que je crois être. Bon voilà, donc ça c'est Uranus, c'est le lion, et évidemment, quand le lion est dépassé, on arrive à Neptune, c'est l'enfant. C'est-à-dire c'est l'innocence pure, la joie, la paix, le cœur ouvert, et la spontanéité, et là on peut penser à la réalisation du soi. Voilà. Donc c'est une échelle de Jacob quand ces trois planètes sont connectées ensemble, il y a une échelle de Jacob. Alors et il faut attendre qu'Uranus rentre en Gémeaux, ce qui n'est pas encore le cas, pour que ce soit connecté, mais c'est dans très peu de temps. Je vous en reparlerai. Reportez-vous aux enregistrements sur 2026. L'enregistrement d'ailleurs a été pas rangé au bon endroit. On va essayer de le mettre au bon endroit. L'enregistrement 2026 n'est pas mis dans le dossier 2026. Je suis désolé, il faut chercher-le, vous le trouverez. Et donc, juste pour dire que tout ça c'est très très relié ensemble et on est en train de découvrir qu'en fait que le libéralisme qui est né, la dernière conjonction Uranus-Neptune qui a eu lieu en 93, la précédente a eu lieu en 1821. Donc c'est 172 ans après 1993. Donc on a la civilisation industrielle d'abord, en 1821 qui apparaît, puis la civilisation informatique en 93. Donc tout ça c'est des structurations, Capricorne, des structurations des États, des entreprises, de l'économie, puisque c'est un signe de terre, c'est l'économie beaucoup, qui se fait à chaque fois en profondeur.
déstructurations et restructurations. Comme disait Schumpeter, la destruction créative ou un truc comme ça, je me rappelle plus tellement le terme, mais enfin, c'est une école de pensée économique que les macroniens aiment bien. Parce que, comme ils voient qu'il y a destruction, ils vont dire, ah oui, mais c'est pour mieux créer. Ben voyons. Donc, c'est cette conjonction Uranus-Neptune, à l'époque, cette conjonction, et on voit qu'elle est très très dynamique, elle est en bélier en plus, le soleil est en bélier, et donc elle est très très créative, très très violente presque, ça va être l'extractivisme, ça va être le colonialisme, ça va être l'impérialisme, ça va être des tas de guerres, hein, évidemment. Mais en fond, derrière, il y a les relents de la Révolution française et de la Révolution américaine. Il y a des conjonctions avec des points. Il faudra que j'étudie ça une fois avec vous plus en détail. Mais il y a des points de contact entre les révolutions, on pourra dire, des Lumières, quoi, qui sont la Révolution américaine et la Révolution française, et cette conjonction Uranus-Neptune de 1821. Ce qui va faire monter d'un côté l'épanouissement, la croissance extraordinaire des États-Unis, hein, au détriment des peuples amérindiens, hein, qui vont massacrer. Ça va être leur bande de Gaza à eux, ça va être les Sioux, les Apaches, tout ça, enfin les Cherokees, tout ça, une espèce de massacre universel des peuples qui habitaient là avant eux, pour dire la terre est à nous. Et en France, ça va être toute cette épopée, la fin de l'épopée napoléonienne, qui était voilà une explosion nationaliste, pour aller vers ce qui va devenir les histoires des républiques successives, qui sont la tentative du pouvoir bourgeois de reprendre la belle idée démocratique de la Révolution française et pour la mettre en accord avec les forces du commerce et de l'argent. Bref, ces deux révolutions sont bien reprises en 1821, ce qui a fait croire que le libéralisme était en accord avec avec les Lumières, à cause de cette conjonction Uranus-Neptune de 1821. On voit présent dans le même thème, en même temps, la démocratisation, la liberté de la presse, le développement de la démocratie, et en même temps cette force assez brutale d'extractivisme, de colonialisme, d'impérialisme, tout ça, qui va créer les gros blocs de pouvoir capitaliste que l'on connaît maintenant. Or, la conjonction nouvelle de 93 est tout à fait différente. C'est-à-dire dans son organisation, elle nous place les dangers pas au même endroit. Bon, je vois que j'ai déjà passé un certain temps, je veux pas que ça dure trop longtemps parce que après les gens disent ils peuvent pas tout écouter. Je préfère qu'on écoute tout. Je vous reparlerai une autre fois de cette conjonction du Capricorne, mais enfin, on peut simplement dire que ce n'est plus la même conjonction et on est en train de découvrir que seulement maintenant. Il faut attendre qu'il y ait ce sextile Uranus-Neptune, cette conjonction Saturne-Neptune, ce sextile Saturne-Uranus également, pour qu'on arrive à un point alors cette conjonction a été redoublé par la conjonction Uranus-Pluton qui a eu lieu en 64-65, 1964-1965. Il y a beaucoup de gens qui sont nés dans ces périodes-là, en Vierge, et qui a redoublé ce côté civilisation d'informatique. Hein. C'est les gens qui ont lancé, on va dire, à travers les Windows, Windows XP, tout ça, qui ont lancé la grand espoir d'un changement de civilisation grâce à un outil informatique, ce qui était vraiment une erreur, parce qu'on ne peut changer une civilisation que par rapport à des partages d'idées, des mises en place d'idées, et non pas à partir d'une technologie. Mais enfin, c'était typique de la Vierge, donc Uranus plutôt en Vierge, c'était cette illusion-là que une simple technologie allait sauver le monde. Non, la preuve, c'est qu'actuellement, elle est complètement récupérée par des forces régressives et fascistes. Donc, mais ça reste néanmoins un endroit où on peut exercer une libération à condition d'être très très méfiant sur les oreilles, les grandes oreilles qui écoutent tout. Sans parano, mais en sachant comment fonctionner pour pas non plus se faire complètement bananer par des gens qui n'ont pas du tout les intentions de libérer l'humanité, eux. Donc, qu'est-ce qui a changé en 1993? C'est que je rappelle, c'est à peu près la période où la Chine grimpe et où on va lui donner, dès l'année 2004, je crois que c'est en 2004 à peu près, on va faire rentrer la Chine dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et on va dire, ça fait rien si c'est un pays totalitaire, c'est pas bien grave, tant pis pour les Tibétains, les Ouïghours et tout ça, excusez-les, tant pis pour eux, mais comme c'est un pays qui est en plein développement, on va les aider, et parce que le cycle précédent disait tous les pays qui sont devenus capitalistes et qui ont été accrochés à la consommation se sont mis à la démocratie et sont devenus démocratiques, ce qui était vrai dans le cadre avant 93.
on va croire que ça va continuer comme avant. On n'aura pas vu qu'on a changé de cycle et que ce thème-là n'existe plus. Le nouveau thème est très différent. Évidemment, on est obligé de comprendre maintenant que le libéralisme n'est plus forcément en accord avec la démocratie et qu'au contraire, il est plutôt, en tant que développement du capitalisme, en accord avec le fascisme. Ce que Hitler, en tant que précurseur de la pensée moderne, avait puisque c'est, il faut voir que l'Allemagne de l'époque, hein, au niveau de l'armement, au niveau des autoroutes, au niveau de la Volkswagen, la voiture du peuple, tout ça, il avait Hitler dans son côté, c'était un fou, un paranoïaque furieux, comme Trump ou Poutine, mais il avait un certain talent pour exercer le pouvoir absolu et donc pour chercher les techniques qui augmentent, les techniques les plus en pointe modernes pour avoir le pouvoir absolu. Il a raté son coup sur la bombe atomique. S'il l'avait réussi, on aurait tous des drapeaux nazis qui flotteraient au-dessus des mairies. Et liberté, égalité, fraternité, ça serait Arbeit macht frei, le travail rend libre, à la place de cette devise partout dans les écoles. Donc on est passé pas loin d'une catastrophe totale, mais c'était avant 93. Il était trop en avance, ce garçon. C'était un pionnier du fascisme qui vient. Et là, dans le fascisme qui vient, il est complètement en accord avec le capitalisme. Donc, qu'est-ce qui n'est pas... Alors, dès qu'on parle d'anticapitalisme, il y a des gens qui ont une ou deux guerres de retard, on va dire ça, sinon trois, qui s'imaginent qu'on revendique le communisme. C'est comme si, à partir du moment où on critique le capitalisme, on serait forcément gauchiste ou communiste, tout ça. Alors il y aurait beaucoup à dire là-dessus, je vais pas rentrer là-dedans, mais il est évident que je vais dire la phrase de Wilhelm Reich qui disait, qui était interrogé par le FBI à une époque parce qu'il était accusé d'être communiste, et il a dit: Monsieur Reich, est-ce que vous êtes communiste? Il a dit: je viens de vous dire que je suis antifasciste, donc forcément je suis anticommuniste. Évidemment, les Américains comprenaient rien à ce genre de raisonnement, mais c'est très très clair. À partir du moment où vous êtes quelqu'un qui est antitotalitaire, il faut lire Hannah Arendt sur la banalité du mal ou sur le totalitarisme, son livre sur le totalitarisme, pour comprendre ce que ça veut dire. À partir du moment où il faut comprendre que le stalinisme était un capitalisme d'État, c'est tout. Il n'y a pas du tout de sortie du capitalisme dans le communisme, qu'il soit chinois ou stalinien. Et en Chine, ça se voit particulièrement bien maintenant. Donc ramener que des vieilles lunes comme ça, analytiques, ah oui, si on sort du capitalisme, on va tomber dans le communisme, c'est vraiment avoir 2 ou 3 trains de retard, c'est vraiment dommage. Donc c'est des gens qui sont hors débat, parce qu'ils ne sont pas capables de discuter avec des arguments valables. Il faut rentrer dans le débat qui est: qu'est-ce qu'on met à la place du capitalisme? Et il est urgent en sortir, sinon il nous mène droit dans le mur. Voilà, je terminerai sur ces bonnes paroles, mais écoutez bien tous les petits liens que je vous mets en dessous, parce qu'ils valent le coup. Et encore une fois, je renouvelle mon appel pour ceux qui, si vous connaissez des jeunes qui sont nés dans les années justement 89, 93, tout ça, qui veulent vraiment mettre en place des essais de nouvelles micro-sociétés, parce que il y a une évidence, c'est qu'on ne pourra pas faire tomber ces gros pouvoirs de lobby énormes qui vont remplacer les États, qui vont devenir des pouvoirs techno-féodalistes, donc encore pire que les États, avec des milices à la place des flics, ce qui sera pas mieux. On ne pourra rien faire contre eux directement en les renversant. Ou plutôt, on pourra les renverser, mais il faudra d'abord avoir organisé des alternatives sociales, relationnelles et communautaires, de manière à retrouver le sens sortir de l'individualisme forcené qu'on nous a inculqué par l'éducation, par la compétition, par l'entreprise, et qui est l'ingrédient essentiel du fascisme. Si vous êtes tous séparés les uns des autres, individualistes et en compétition les uns avec les autres, vous vivez dans le fascisme. Si vous savez que les êtres humains doivent s'entraider et que vous faites un effort pour diminuer vos appétits personnels, diminuer votre sens de la compétition, rentrer dans une vision plus féminine, je parle pas de féminisme là, je parle d'une vision féminine, c'est-à-dire une vision qui n'est pas masculiniste, qui n'est pas compétitive, qui est une vision écologique, une vision de la paix, de la relation d'amour entre les gens. Si vous essayez de vivre ça, c'est très difficile à faire, hein, mais si vous essayez de le faire et que vous maintenez le cap dans la relation, vous pouvez obtenir des micro-sociétés, ce qu'on appelait des communautés dans les années 68, mais elles étaient hédonistes, donc elles ont raté leur coup, parce que c'était trop hédoniste. Il ne s'agit pas de coucher les uns avec les autres, il s'agit de parler les uns avec les autres de manière suffisamment profonde et de méditer ensemble aussi, pour créer une force de lumière
qui va irriguer en fait toutes les relations, tous les actes, et à ce moment-là, par réseau, pouvoir s'imprégner dans toute la société. À ce moment-là, les pouvoirs négatifs n'auront plus de support. Pour l'instant, ils sont très très appuyés sur, quand vous voyez BFM TV, CNews, tout ça, c'est les gens qui sont biberonnés à ces pseudo-informations sont complètement... oui, c'est Fox News aux États-Unis, Fox 666, ouais, c'est le chiffre de la bête, c'est le chiffre de l'apocalypse. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui sont biberonnés à ça deviennent par ignorance qu'on leur inculque, incapables de se défendre contre les grands prédateurs qui sont en train de posséder le monde actuellement. Voilà. Donc sachez que vous avez le pouvoir par votre manière de décider autant que possible, parce que c'est pas facile, hein, je dis pas que c'est facile, de décider en prenant une bonne direction. Je parle toujours à des jeunes, on peut penser à ceux qui étaient à biotech, là, comment ça s'appelle, les ingénieurs de la bio... encore un trou de mémoire, je suis désolé. Ce sont des jeunes ingénieurs qui ont refusé au moment de leur diplôme de travailler pour les biotech et pour les OGM et tout ça, et qui ont dit, nous, on va essayer de créer une nouvelle société différente, et qui sont allés à la ZAD de Notre-Dame ou faire de l'agriculture bio, tout ça. Je propose la même chose, je demande aux gens de me contacter pour ça, si ceux qui se sentent prêts à tenter l'aventure de vivre difficilement l'agriculture bio, mais avec des consommations très réduites, mais surtout une grande qualité de relations et de spiritualité ensemble pour créer des alternatives à ce système. Bon, alors, ça demande un certain courage, évidemment, ça demande d'oser vivre des fois de manière très très simple, très sobre, mais si on est prêt à ça et à lâcher tous les idiotphones, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas communiquer ce qu'on fait sur Internet, ça c'est une bonne chose, ou le mettre sur des sites pour montrer une devanture qui soit pas mensongère, qui soit pas publicitaire, mais qui soit réelle de ce qu'il est possible de faire. Donc je demande aux gens qui sont prêts à investir aussi dans ce genre de projet, de s'adresser à moi, le don du cœur voilà, c'est marqué en dessous. Voilà. Eh bien j'en finis là, et n'hésitez pas si vous connaissez des gens qui sont prêts à vivre ce genre d'aventure, des gens qui lisent des éco-passerelles ou qui lisent qui sont reliés au soulèvement de la terre ou à des mouvements écolos un peu radicaux, mais qui veulent pas se contenter que de violences, de manifestations plus ou moins violentes, mais qui veulent aussi incarner par leurs actes et par leur nourriture et par leur manière de travailler et de vivre et de se relier entre eux, qui veulent incarner ce nouveau monde qui est en train de venir, qui n'hésitent pas à venir nous chercher, parce que il y a beaucoup de transgénérationnel qui est nécessaire, parce que beaucoup de ces jeunes actuellement manquent d'informations clés. Ils pensent les avoir grâce à Internet. Or, l'Internet, il est rempli par des gens qui sont d'autres générations, plus âgés qu'eux, et tous les gens plus âgés qu'eux n'ont pas été des boomers qui ont consommé comme des malades, comme on le fait croire. C'est pas une question d'âge du tout. Il y a toujours, de même qu'il y avait dans les résistants, il y avait 10 000 résistants dans les années 40, il y a toujours un certain nombre assez faible de résistants, mais c'est eux qui créent le monde de demain. Et les anciens résistants des années 70-80, dont je faisais partie, ont toujours cette idée de résistance chevillée au corps, et ils essayent toujours de l'appliquer au quotidien. Et donc c'est pas du tout, c'est pas une question d'âge. Évidemment, avec l'âge, le pouvoir de faire diminue. Par contre, le pouvoir de savoir est très très augmenté. Et inversement, quand on est plus jeune, on croit savoir, mais on se trompe sur beaucoup de choses, et puis on va des fois se prendre des râteaux dans la figure pour apprendre. Mais si on fait de la circulation d'informations transgénérationnelle, ce que j'appelle l'interéducation, eh bien on s'aperçoit qu'on peut éviter beaucoup de râteaux dans la figure pour les plus jeunes et beaucoup d'isolement inutile pour les plus âgés, qui peuvent plus partager leur sagesse ou leur connaissance, et empêcher justement des alternatives de se planter joyeusement, toujours de la même manière, hein, avec le putain de facteur humain, parce que quand on est jeune, on sait pas maîtriser le putain de facteur humain, alors qu'il est possible de transformer le PFH, donc de transformer en précieux facteur humain, c'est-à-dire le précieux facteur humain, c'est quoi? C'est la capacité de faire communiquer les âmes entre elles, et pour ça, il faut avoir une certaine expérience pour ça. Donc elle est moins présente chez les jeunes, non pas parce qu'ils sont pas capables, mais parce que tout vient en son temps. Hein. C'est la sagesse, comment dire,
immémorial de l'humanité sur Terre, ça a toujours été comme ça. Et on a quitté cette sagesse-là. On est devenu moins capable de faire circuler l'information entre les personnes âgées, les personnes mûres, les enfants. On est moins capable de faire les liens. Maintenant, on a tout séparé. Diabolein séparé. Symbolein, réunir. C'est la racine de ces mots. Donc, par les symboles astrologiques, on peut comprendre qu'on a affaire d'urgent dans le monde qui vient. Et je vous invite à le faire et ne pas vous contenter d'informations ou de paroles ou d'écouter ce que je viens de raconter sans en tirer l'idée d'agir aussi à partir de cette connaissance. Il ne faut pas agir pour agir, ça sert à rien. Ce monde est plein d'illusions, donc si on agit pour agir, on va se planter. Mais agir à partir de la sagesse, donc première action, rechercher la sagesse. Deuxième action, mettre en place les choses concrètes pour être en accord avec cette sagesse. Ça, oui, c'est la véritable action. Et elle est assez rare dans ce monde. Et ceux que ça intéresse, encore une fois, je leur dis, venez nous rejoindre. On cherche quelques personnes pour constituer un groupe minime, mais qui aura à résister à sa manière, mais de manière non violente, constructive et fertile en plus, bio. Voilà, à bientôt et à la prochaine pleine lune, donc qui aura lieu complètement à la fin février, je crois. Je vérifie ce que je dis, prochaine pleine lune, non, elle aura lieu le 1er mars, je crois me rappeler, oui, c'est ça. Ok, donc le 3 mars 2026. Je comptais vous faire un enregistrement aussi sur les États-Unis, une étude plus profonde sur les États-Unis. Je l'ai toujours pas fait. C'est pour ça que je parle pas trop des États-Unis, mais à force de la retarder. En tout cas, pour les États-Unis, l'ascendant est en Verseau et la nouvelle lune est sur l'ascendant. Donc, que ce soit Europe ou États-Unis, il y a un grand changement qui est en route. Et puis, comme je dis, Bacchus dominant la Russie qui va avancer ses pions de manière très arrogante. Et peut-être aux États-Unis quelque chose qui se passe qui va faire qu'on va peut-être avancer vers plus d'humanité. Déjà, ICE a été non pas dissoute mais remise au pas. Je pense que si ça se trouve, Trump va avoir besoin, à cause des midterms qui approchent, de mieux se faire voir de tous les Américains et d'arrêter une partie de ces conneries. Bon, c'est attendre de lui quelque chose qui est presque impossible, mais vous verrez que ça va légèrement obliqué vers quelque chose de plus en accord avec le peuple qui commence à en avoir marre, y compris les républicains, hein, de ces conneries. Voilà. Donc là, il se peut qu'il écoute un peu plus le peuple et que... j'ai oublié de parler de la conjonction Jupiter-Proserpinus. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais c'est important en Cancer, ce qui fait que on est au maximum de l'énergie féminine là, et que ça aide beaucoup dans le thème actuel. Ça va se voir plus dans les États-Unis. En trigone avec les Vénus en Poisson, que l'idée d'amour doit transporter aussi une idée sociale. Et il ne s'agit pas de saupoudrer l'amour sur le capitalisme, alors que le capitalisme est essentiellement anti-amour, mais au nom de l'amour, du féminin dans l'être humain et dans l'humanité entière, féminin qui peut être incarné par les femmes, mais bon, pas toutes, hein, excepté Madame Thatcher, comme disait Renaud. Donc il s'agit pas confondre le féminin avec les femmes, mais évidemment on va entendre parler à nouveau du féminisme en tant que proposition de paix, d'amour face au va-t-en-guerre complètement stupide qu'on a en ce moment au pouvoir un peu partout. Voilà, sur ces belles paroles, je vous quitte, ça fait à nouveau presque 2 heures, je suis désolé, je suis bavard, mais j'espère que ça vous aide à voir dans votre vie. Alors quand je parle beaucoup, certains me disent, je parle beaucoup politique, mais non, quand je parle de tout ça, vous voyez très bien que je parle de mouvements profonds de la psyché qui évidemment agissent au niveau individuel. Et vous pouvez en déduire automatiquement au niveau individuel ce que ça veut dire. C'est assez simple. Ce qui se passe au niveau collectif, ce qui se passe au niveau individuel, c'est pas séparé du tout. Donc vous voyez bien que ne vous croyez pas séparé du collectif et ne croyez pas que le collectif ne dépend pas de vous, qu'il dépend que des ultra-riches. Ce n'est pas vrai. Tout est relié et donc vous êtes reliés et ce que vous faites à chaque instant agit sur le monde entier. Voilà, de même que vous savez que le monde entier agit sur vous, vos journaux, vos télés et vos internets vous le disent sans arrêt, mais vous oubliez que c'est vous qui agissez sur le monde sans arrêt aussi, à partir du moment où vous prenez vos décisions à partir de centres d'énergie suffisamment puissants. Donc augmentez vos centres d'énergie par le yoga ou le qigong et par la méditation, et vous verrez que vous devenez actif
dans ce monde, et que comme le dit l'histoire du colibri, chaque petite goutte d'eau peut éteindre l'incendie. C'est l'effort du colibri. N'oubliez pas cette parabole du colibri qui est très très vraie, parce que les colibris, il n'y en a pas qu'un seul, ils sont des milliers, des millions, et c'est eux qui changent réellement le monde. C'est pas les arrogants qui sont incapables de servir leur cerveau et qui réfléchissent avec leur menton. Voilà. Ou avec leur coup de poing. À bientôt.